Eh bien, bonjour tout le monde. Merci, merci d'être là pour ce webinaire sur la gestion et la construction de son parcours pro. Histoire de commencer de suite, sans trop d'introduction sur le sujet, je vous ai mis cette photo, avec des enfants en culotte courte, parce que tu te rends compte qu'on te parle de ton projet depuis que tu as cet âge-là et à chaque fois, on te demande, «Tu veux faire quoi comme métier plus tard? Tu veux faire quoi comme activité plus tard?» Et c'est toujours cette question du quoi qui revient. C'est assez intéressant parce que tu te dis: «C'est marrant, cette question du quoi, on me demande jamais comment, on me demande jamais pourquoi, on me demande toujours quoi. Depuis tout petit, on demande quoi. Comme s'il y avait une sorte de catalogue dans lequel seraient référencés tous les métiers du monde. Donc, peut-être que, ben, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais peut-être qu'à mon époque, effectivement, on pouvait recenser tous les métiers dans un catalogue. Aujourd'hui, j'en doute un peu plus, puisqu'il paraît qu'il y a un gros pourcentage des métiers qui seront dans 10 ans, qui existeront dans 10 ans, qui n'existent pas aujourd'hui. Donc, de là à faire un catalogue, c'est compliqué. Et même à l'époque, moi, le catalogue que j'avais vu, c'était, celui que m'avait, proposé ma conseillère d'orientation que j'étais allé voir en fin de terminale et c'était un gros bouquin orange, avec des feuilles dans tous les sens et au bout de 2 pages, j'avais un peu abandonné, l'idée de trouver un quoi qui me correspondait. Ça m'avait un peu saoulé. J'étais peut-être pas assez studieux à l'époque, mais en tout cas, ça m'avait vite gavé et je me suis, finalement, rendu compte que ce quoi, j'avais du mal à y répondre parce que j'étais dans cette logique de chercher à répondre à cette question et peut-être qu'il y en avait d'autres à répondre avant. Et les autres questions, auxquelles on pourrait répondre avant, c'est peut-être des questions qui nous sont inspirées par notre ami Einstein qui, lui, il avait la conviction que quand on était face à un problème, ce qui est notre cas aujourd'hui, quand on est face à notre projet professionnel, on a besoin de réponses, bah, c'est se dire que finalement les réponses à notre problème vont se trouver à un autre niveau de pensée, que le niveau dans lequel on a créé ces problèmes-là. En d'autres termes, si tu es étudiant et que tu es en train de réfléchir à ton parcours pro, bah, forcément, tu as peut-être intérêt de changer de mindset, de changer d'état d'esprit, parce que si tu raisonnes depuis ton état d'esprit d'étudiant, tu n'as peut-être pas les solutions pour trouver les réponses qui vont concerner ton projet pro. Si, tu es en reconversion, professionnelle parce qu'aujourd'hui tu arrives à une certaine, limite dans ton travail, soit parce que tu te rends compte que toi tu as envie de changer, soit parce que, ton patron, te demande de changer, et ben, c'est peut-être te dire que comment veux-tu que je trouve une solution sur ma nouvelle activité en partant depuis l'énergie, depuis le niveau de pensée, dans lequel je suis et qui m'a amené à cette situation, quelque part de fin de parcours professionnel. La question c'est de se dire si jamais, au lieu de passer du temps sur des réponses, on devait passer un peu plus de temps sur les questions et c'est le 2e, la deuxième citation d'Einstein que je trouve assez intéressante de se dire: «Ben, finalement, une fois qu'on a posé le bon problème, ça, c'est ça qui va nous prendre du temps parce que finalement trouver les réponses à ce problème, c'est réglé en 2 coups de cuillère à peau». En tout cas, c'est à ça que nous invite, Einstein à travers cette réflexion-là et vous l'aurez compris, je suis pas là ce soir pour vous donner des solutions. Je suis pas là pour vous donner un catalogue en vous disant: «Ben, tiens, au bout une heure et demie, vous saurez, exactement, ce que vous devez faire comme job». Non, l'idée, c'est plutôt de faire un partage d'expérience, un partage de convictions. Aujourd'hui, j'ai l'impression que alors ça ne cons c'est que mon avis, hein, mais je vous le partage, c'est que ma reconversion pro, j'ai l'impression de jamais la terminer. Je me demande dans quelle mesure, au moment de partir dans la boîte, elle sera finie, ma reconversion pro. J'ai l'impression que c'est un chemin, sur lequel on est en permanence en train soit d'avoir des gros changements, ça peut être votre cas aujourd'hui, quand vous êtes en début de réflexion sur votre projet professionnel à la fin de vos études ou dans le cadre d'une reconversion où là, effectivement, il y a un palier important à franchir. Mais, tu te rends compte finalement que tout le temps, en fait, tu es toujours en train d'ajuster ce parcours-là. C'est peut-être juste de la réorientation ou c'est accepter ou refuser une promotion, c'est accepter ou refuser une mission, c'est moi aujourd'hui de quoi mon métier sera fait demain, j'en ai une vague idée, mais de quoi il sera fait après-demain, j'en sais trop rien finalement. Et je me rends compte en fait, à travers ma propre expérience, j'ai envie de dire j'en suis à mon quatrième palier presque de projet professionnel dans ma vie, et à travers, cette expérience de recruteur aussi que j'ai eue pendant un moment, il y a tout un tas de questions en fait que les candidats ne se posent pas au moment où ils recrutent. Et les cadeaux que je vais vous le faire ce soir, c'était ça, c'était vous partager cette expérience-là. Je ne me présente pas à vous comme un sachant, mais plus comme un expérimentateur, qui aura envie de vous partager là où il en est. Donc certains de ces cadeaux, j'ai envie de vous inciter à les prendre directement tels qu'ils sont parce que c'est plutôt, bien ficelé et puis il y en a d'autres, c'est plus du questionnement, des interprétations que je peux avoir aujourd'hui et que j'ai envie de vous partager, à vous de voir si vous voulez les prendre ou pas, quoi. Ce que j'avais envie de vous partager comme cadeau, c'est peut-être une réflexion, alors j'aime bien les citations, donc j'en ai mis plein, après vous prendrez celles qui vous plaisent.
Mais j'aime bien celle-ci qui dit qu'à un moment donné, soit tu mets un peu de sagesse dans les choses pour les apprendre, soit t'inquiète pas, il y a une autre façon d'apprendre les choses, autre que la sagesse, c'est les grandes tartes que va te mettre la vie. Et le problème, c'est que ces grandes tartes, elles apportent souvent avec elles leur lot de souffrance. Donc tu as le choix. Et ce que j'avais envie de vous partager, c'était peut-être, voilà 3 ou 4 idées, 3 ou 4 pensées que la vie m'a permis de comprendre au fur et à mesure de mon parcours et ce qui permettra, de me présenter un petit peu plus, dans le détail et pourquoi ce webinaire ce soir. Le premier truc que j'avais envie de vous partager, c'était, cette, cet adage qui dit que si jamais tu fais les mêmes choses, tu auras exactement les mêmes conséquences. On parlait d'Einstein tout à l'heure, je crois que c'est comme ça que lui définissait la folie. C'est que si jamais, la vraie folie, ça serait de croire que tu vas obtenir des choses différentes alors que tu fais sans arrêt les mêmes, les mêmes mises en situation. L'anecdote que je voudrais vous raconter par rapport à ça, c'est que moi je voulais être enseignant au départ, j'ai toujours voulu faire de la formation et l'enseignement, j'ai tenté le concours d'entrée à l'UFM en même temps que j'étais à la fac. Donc à l'époque, il y avait un truc qui s'appelait le DUG, qui était au bout du bac+2. C'est dans le parcours de licence qui était en 3 ans, il y avait une première étape à 2 ans où on avait un diplôme. Donc j'ai tenté le concours d'enseignant en même temps que le DUG. J'ai réussi le DUG, j'ai raté le concours. Je l'ai tenté en même temps que la licence. Je l'ai tenté en même temps que la maîtrise. Après, je suis parti faire mon service militaire. J'ai retenté le concours en candidat libre en même temps que mon service militaire. Donc, vous voyez, c'est qu'à chaque fois, en fait, dans mon parcours, je faisais les mêmes choses. C'est-à-dire que je continuais d'avancer dans mon parcours d'étudiant et en parallèle, en candidat libre, en me faisant filer les cours par des combines à gauche, à droite, j'essayais de passer ce concours en plus du reste. Quand je suis revenu de mon service militaire, j'ai continué. J'ai pris les cours par le CNED. Donc là, effectivement, j'ai passé un peu plus de temps. J'ai essayé d'en faire un peu plus en quantité, mais j'ai pas changé ma stratégie, en fait. Et puis, quand, j'ai re-raté le concours pour la 4e ou 5e fois, je ne sais plus à combien j'en étais, c'est là où je me suis dit: «Écoute, il va falloir te lancer dans la vie professionnelle». Donc j'ai cherché un job plutôt alimentaire à l'époque et je suis rentré comme responsable de rayon chez Decathlon, vraiment pour des raisons alimentaires au départ, en me disant: «Tu vas pouvoir commencer à lancer ta vie professionnelle». À l'époque, on souhaitait fonder une famille avec, la fille qui allait devenir ma femme aujourd'hui. Mais dans ma tête, moi, j'avais pas lâché l'espoir d'être enseignant, donc je m'étais dit: «Tu vas bosser chez Decat et en parallèle, tu repasseras le concours, tu retenteras le concours». Puis je me suis vite aperçu que ça allait être compliqué de faire ça, mais quand je regarde dans le rétroviseur aujourd'hui, je me dis: finalement, tu es arrivé au bout du compte à un échec parce que tu n'as fait que renouveler tout le temps les mêmes choses, donc tu es arrivé tout le temps au même échec». Alors certes, la note de mon examen montait, mais par contre, je descendais dans le classement au niveau du concours. Donc c'est ça le premier truc que je me suis dit, si jamais tu veux aujourd'hui retravailler sur un autre projet, il va falloir que tu changes de mindset. Il va peut-être falloir changer ta façon de fonctionner parce qu'en faisant comme ça, tu ne vas qu'aller dans le mur. Donc il m'a fallu un peu de temps pour comprendre, ce que pourtant, Einstein nous avait expliqué en nous parlant de la folie. Moi, il m'a fallu cette calotte-là pour le comprendre. La deuxième chose que j'ai compris, c'est que on se met peut-être trop de pression sur l'objectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question qui doit revenir chez vous en permanence dans votre tête, c'est: «Qu'est-ce que il faut que je trouve? Il faut que je trouve le truc, il faut que je trouve le quoi, il faut». Et donc ça vous met une certaine pression par rapport à ça et ça enlève de la sérénité et ça enlève en fait de la ressource sur la construction du chemin. C'est-à-dire que quand je suis rentré chez Decat, j'ai changé de projet à partir du moment où je me suis rendu compte que je ne pourrais pas passer le concours d'enseignant et je me suis mis dans la voie royale de cette entreprise qui était, responsable de rayon, directeur adjoint, directeur de magasin et puis ensuite on a un panel de plus de 300 métiers après le métier de directeur de magasin et donc je me suis mis comme ambition d'être directeur de magasin et j'ai focalisé que sur l'objectif en fait, être directeur et donc après, par où je passe, je m'en moque un peu, je vais répondre aux opportunités, à ce que me dira me mes ce que me diront mes différents patrons de l'époque, mais j'avais que cette obsession en tête et finalement, j'ai pas trop profité du chemin. Et quand je suis arrivé, en fait, sur ce métier de directeur, je me suis retrouvé, déçu, en fait, en me disant: finalement, ce métier ne me plaît pas tant que ça. Il y a plein de choses qui ne correspondent pas à ce que je veux». Déjà après, qu'est-ce que je veux faire après? J'en sais rien. Je sais pas, j'avais jamais réfléchi parce que cet objectif-là avait pris tout l'espace et c'est en le pratiquant, ce métier, que je me suis dit: «Mais finalement, tu t'es jamais posé la question de ce que tu voulais vraiment faire».
Ce métier-là, c'est pas qu'il est pas bien, hein, il est super ce métier, mais il me correspondait pas tant que ça. J'animais, j'étais loin finalement de l'animation de terrain que j'aimais bien. J'animais une strate hiérarchique entre les vendeurs et moi, qui ne me plaisait pas spécialement. Je trouvais que je perdais en efficacité, je perdais en temps, je perdais en énergie. Je me trouvais loin des clients et c'est là où je me suis rendu compte que j'avais besoin de métiers plus opérationnels, en fait. Et que si j'avais pris le temps de savourer le chemin pendant le chemin, peut-être que j'aurais pas eu besoin d'arriver jusqu'à cet objectif-là qui m'a déçu, qui a déçu aussi, ma hiérarchie à l'époque, puisque c'est elle qui m'a dit: «Écoute, à un moment donné, est-ce qu'on continue ou pas?» Et il a fallu que je revoie mon objectif à ce moment-là. Mais, on est arrivé à cet échec-là parce que j'ai pas profité du chemin pour construire. Donc ce que j'aurais envie de vous dire, c'est que la période que vous êtes en train de vivre actuellement dans la construction de ce projet, ou la reconstruction de votre projet, ou la réorientation de votre projet, appelez ça comme vous voulez en fonction de qui vous êtes, à regarder ce webinaire. C'est, si vous preniez le temps de savourer chacune des étapes, même si elles sont OK, c'est pas agréable, OK, c'est chiant de se poser ces questions-là, OK, c'est pénible de pas savoir, de pas avoir une vision claire de quel métier je veux faire. Mais toutes ces étapes que vous êtes en train de faire aujourd'hui, ces galères que vous vivez aujourd'hui, je vous invite quand même à quelque part les savourer, c'est un bien grand mot, mais à les regarder peut-être avec un autre œil en vous disant: «C'est peut-être là-dedans qu'il y a des choses à comprendre et des choses à nourrir et qui vont me permettre peut-être de clarifier mon projet». Voilà, donc ne mettez pas toute votre énergie sur votre objectif. Pensez aussi à regarder chacun des pas que vous faites sur le chemin est aussi important que l'objectif. La Je me suis rendu compte aussi avec le temps que, finalement, il y a tout un tas de choses quand on commence à regarder justement, quand on commence à zoomer sur, les choses que l'on fait dans le quotidien, on se rend compte en fait que toutes ces expériences sont monnayables à plus ou moins long terme lorsqu'on va devoir, pitcher notre projet ou qu'on devoir, faire un CV ou une lettre de motivation. En fait, ces choses-là, elles sont toutes défendables. Monnayables, je ne savais pas quel mot utiliser, mais en tout cas, elles vont toutes dire des choses de vous et c'est des choses en fait que vous pouvez mettre en avant. Donc, essayez aussi de sortir de ce côté peut-être un peu trop scolaire, de vous dire: «J'ai telle formation, donc telle formation ça veut dire ça» ou «Telle formation ça veut dire que je ne peux pas faire ça» et en fait, tu te rends compte que quand tu vas zoomer sur ces éléments de ta vie, tu peux en faire quelque chose d'intéressant. Moi aujourd'hui, je suis convaincu que je suis rentré comme manager chez Decathlon parce que j'ai fait mon service militaire avant, en fait. Et ce qui est marrant, c'est que le management, ça n'a jamais été un projet, personnel. Je n'ai jamais passé d'examen, pour être manager et pourtant on m'a recruté comme manager et le moment où j'ai rassuré mon recruteur, c'est quand, il m'a dit: «Ben, quand je regarde votre CV, moi, je vois rien, quoi. Moi, je veux être enseignant», je vous rappelle et donc j'avais juste fait des petites activités, je donnais des cours de judo aux gamins de mon club, je donnais des cours de français, des cours de maths au Black le soir, qu'est-ce que je faisais encore? J'encadrais des colos et mon recruteur à ce moment-là, il me dit: «Ben, en termes de management, je suis pas tellement rassuré quoi, vous avez pas de formation, rien du tout, et c'est pas, faire, 3 cols à maillard avec des gamins que ça va me rassurer, c'est vos capacités à le faire». Et là, en fait, j'avais mon argument massue, mais que j'avais pas forcément vu dans un premier temps, c'est d'un coup, j'y ai pensé, j'avais en fait dans mon expérience militaire, cette expérience du management et j'avais cette expérience du management tout simplement parce que, je vous rappelle, je passais chaque année mon concours et quand je me suis retrouvé à l'armée, on s'est retrouvé dans des dortoirs de 25 et j'ai dit: «Là, pour préparer le concours dans des dortoirs de 25, ça va être un peu touchy l'histoire». Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé, les, heu, les concours qu'il y avait, dans l'armée française pour être, sous-officier, appelé. J'étais pas engagé, j'étais appelé. Mais en étant sous-officier, on avait une chambre et en ayant une chambre de 3, je me disais: «Là, pour le coup, je pourrais bosser». Donc finalement, vous voyez, c'est toutes ces petites anecdotes, ces petits trucs où on se retrouve à vivre des expériences. Moi, c'était le management, alors que j'avais pas du tout ce projet-là. J'ai pas fait ça pour manager les mecs. J'ai fait ça pour avoir une chambre. Mais je me suis rendu compte que c'est cette expérience-là qui m'a permis de nourrir d'autres choses après derrière. Donc c'est là, quand je vous dis de peut-être profiter du chemin et de mettre une conscience sur ce que vous faites dans votre chemin, c'est vraiment important de regarder tout ça. J'ai eu l'occasion d'accompagner aussi une personne en reconversion là, qui me disait: «Ben, j'ai un problème moi, c'est que je me suis un peu perdu pendant je sais plus, c'était 14 mois de sa vie». Ou, bah, voilà, sombrer un peu s'était tapé une bonne dépression, à pas trop savoir où il allait, à consommer des substances un peu, enfin voilà, illicites et finalement il se retrouvait avec un énorme trou dans son CV et il me dit: «Et c'est la hantise parce que ça je veux pas en parler je suis pas à l'aise pour en parler dans un entretien de recrutement» et il me dit: «À chaque fois le recruteur il le voit qu'il y a un trou et donc, blam, il va y chercher. Donc je sais pas, est-ce qu'il faut que je mente? Est-ce qu'il faut que je triche sur les dates? Est-ce qu'il faut» et en fait en l'accompagnant, on s'est rendu compte que quand je lui ai demandé: «Mais
cette expérience, elle t'a nourri en quoi elle t'a nourri, en quoi elle t'a donné, un super pouvoir que les autres candidats n'ont pas et que tu pourrais monnayer, en fait, dans ton entretien d'embauche? Et là, en mettant une conscience là-dessus, il me dit: «Bah, ça, c'est clair qu'aujourd'hui, je sais ce que c'est que de toucher le fond, quoi. Moi, je sais ce que c'est que de procrastiner, de glander et ça, je ne veux plus jamais le vivre de ma vie, mais plus jamais. Donc moi, je me lève le matin et c'est je sais l'importance qu'il y a, même si on bosse pas, à se lever, se laver, se raser, se préparer comme si». Et en fait, quand il t'exprime ça, je peux te dire qu'un recruteur en face, je pour le coup, en termes de dynamisme, d'implication, de savoir ce que c'est que le que la glandouille, là, il a un mec en face de lui qui sait ce que c'est et qui est capable, en fait, qui a mûri là-dessus, qui a capitalisé là-dessus et qui va le rassurer là où peut-être un autre candidat qui a été que étudiant et qui a un CV parfaitement, séquencé et parfaitement aligné, lui aura peut-être plus de mal à convaincre le recruteur de sa capacité à s'investir. Donc, vous voyez, c'est à travers cette expérience, c'est juste se rendre compte que toutes les choses que vous avez faites dans votre parcours, même si ça peut paraître d'un prime abord quelque chose de pas propre, de pas bien, malgré tout, eh ben, ça t'apprend quelque chose et c'est de dire comment je peux changer mon angle de vue là-dessus. Et la troisième, enfin la dernière chose, je veux dire, que j'ai envie de vous partager, c'est que quand tu regardes ton parcours finalement avec un peu de recul, alors tu vas me dire c'est peut-être plus facile de le faire à 52 ans qu'à 25, mais à 25, tu as quand même beaucoup de choses à regarder, et que tu as fait, sans forcément t'en rendre compte et qui sont, elles aussi, des choses importantes qui disent beaucoup de choses de toi. C'est que quand je regarde moi dans mon rétroviseur, aujourd'hui je fais de la formation, c'est mon métier, je fais que ça, de la formation et de l'accompagnement, mais je me rends compte que, bah, j'en ai tout le temps fait en fait. J'en ai tout le temps fait, qu'il pleuve et qu'il vente, qu'il neige, sans même m'en rendre compte, en fait, j'en faisais. Comme je vous le disais, quand j'étais étudiant et ado, ben, je me débrouillais pour accompagner des gamins, pour encadrer des gamins. Dès que j'étais embauché, chez Decathlon, bah, j'étais le premier responsable, pour l'ouverture du magasin de Nevers. J'étais embauché pour l'ouverture de ce magasin-là et j'étais le premier responsable de rayon embauché. Donc, quand le deuxième a été embauché, j'avais déjà 3 semaines d'ancienneté. Je faisais office de vieux, je faisais office d'ancien et donc de suite, en fait, je me rends compte qu'on m'a toujours fait confiance pour, former, pour accompagner, pour encadrer. Plus tard dans cette entreprise, j'ai levé la main pour m'investir justement sur la formation, puisque là, j'avais pris des responsabilités de formateur en interne. Mais, parmi toutes les personnes qui levaient la main, je me suis retrouvé effectivement sélectionné pour aller travailler l'ensemble du parcours de formation, pour la globalité de l'entreprise, sur la partie relations clients. Donc j'ai eu l'occasion de travailler avec l'école des métiers, de Decathlon, pour, pondre le parcours pour l'ensemble des magasins français. Donc tu te retrouves à former, 400 formateurs qui devront à leur tour, former, on va dire, il devait y avoir une trentaine, une quarantaine de milliers de personnes dans l'entreprise à ce moment-là. Et tu dis: «C'est fou», quand je regarde dans mon rétroviseur, je me rends compte que finalement, mon projet, il a été sous mes yeux en permanence, en fait. Pourquoi j'ai attendu 52 ans pour faire ça? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est quand vous allez regarder dans votre rétroviseur, encore faut-il vous poser les bonnes questions, encore faut-il peut-être prendre ce temps-là. Donc d'arrêter de chercher ce que je vais faire demain, mais ça peut être intéressant de regarder, ce que j'ai fait hier, ce qui m'a pas pris beaucoup d'énergie, ce qui était facile pour moi, les sujets sur lesquels je pouvais y passer des heures sans même me rendre compte que j'y passais des heures. C'est peut-être là-dedans que se trouve le truc que vous cherchez tant, dans des catalogues, et des classeurs orange qui n'existent pas ou qui n'existent plus. En fait, ces réponses-là, vous les avez sous le nez. En tout cas, c'est la conviction que je porte aujourd'hui et l'accompagnement que je propose là quand je suis sur ce genre d'accompagnement, c'est juste aider les gens à voir en fait ce qu'ils ont sous les yeux et qu'ils ne voient pas. Voilà en guise d'introduction ce que j'avais envie de vous partager, pour, vous montrer, peut-être les choses sous un autre angle que vous n'avez pas vu jusqu'à présent. Et pour le reste du webinaire, je voudrais juste prendre l'exemple de cet arbre pour matérialiser en fait ce qui vous attend dans la construction de votre parcours pro. C'est se dire si mon parcours pro est un arbre, j'ai peut-être, des questions à me poser avant de m'occuper du feuillage. Parce que le feuillage, c'est ce qu'on va voir, c'est la partie visible. Hem, c'est ce fameux «quoi», dont on parlait tout à l'heure. Mais peut-être avant, il y a des questions à se poser, sur, où pousse mon arbre, en fait. C'est quoi mon environnement? C'est quoi le terreau? Est-ce que, un arbre, c'est pas le même arbre si on est dans un sol argileux ou c'est dans un sol calcaire. Donc là, on va pas parler de sol argileux ou de sol calcaire pour des humains, mais on va se poser la question de savoir, tiens, de quoi je me nourris? Dans quoi j'essaye de faire pousser mon projet pro?
C'est quelles sont les croyances dans lesquelles je fais pousser mon projet pro? Dans quelle peur j'essaye de faire pousser et dans quelle mesure les peurs, c'est pas un terreau qui est, pas du tout approprié à l'émergence d'un projet pro. Donc il y a peut-être des choses qu'il va falloir que je regarder en moi. Quelle est ma confiance en moi sur ce sujet? Et on en parlait tout à l'heure, mais quel est mon état d'esprit? Comment j'appréhende les choses, en fait? Comment j'observe les choses? Comment je les vois? Quelles questions je me pose? Tout ça, ce sont des étapes extrêmement importantes pour moi, c'est la première étape à respecter dans la construction de son parcours pro. Et ça, là-dessus, je vais vous donner quelques pistes de réflexion parce qu'en 1 heure de webinaire, c'est compliqué d'aller dans le détail là-dessus. Mais, moi, je vous invite vraiment à vous faire accompagner sur ce genre de questions-là. Parce que même si je vous donnais quelques éléments de questionnement, malgré tout, c'est les premiers éléments du questionnement, parce que quand vous êtes accompagné, notamment sur du coaching, la première réponse que vous allez apporter à la première question, c'est là où le coach va venir, interagir avec vous et adapter ses questions par rapport à la réponse que vous allez amener, ou à la non-réponse que vous allez amener, ou à ce que vous dites avec votre bouche, mais que votre visage et votre non-verbal dit l'inverse. Ça, c'est là où moi je vous conseille de vous faire accompagner pour cette étape-là. La deuxième étape, sur laquelle, je vous invite à investir du temps, heu, c'est, un petit souci de diapo, voilà. La deuxième étape sur laquelle je vous invite à investir du temps, c'est la structure de votre arbre, en fait, c'est votre tronc, c'est votre sève, c'est ce qui coule dedans. C'est vous savez tous que pour vivre, on a besoin d'assouvir certains besoins, physiologiques, hein, boire, manger, respirer, dormir et cetera. Mais on a aussi des besoins, psychologiques qui sont tout aussi importants. C'est pas moi qui le dis, c'est Maslow, hein, donc là, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais je crois qu'il y a suffisamment de on a suffisamment de recul aujourd'hui pour savoir que c'est important. Quels sont mes besoins psychologiques principaux? Parce que besoin d'être aimé, besoin de reconnaissance, reconnu pour ses compétences, reconnu pour son engagement. J'ai peut-être besoin de liberté, d'autonomie. Il y en a plein, en fait et ça serait compliqué de faire une liste exhaustive de tous ces besoins-là. Mais en tout cas, à un moment donné, c'est peut-être intéressant de savoir après quoi je cours. Parce que si jamais j'y cours inconsciemment, je ne suis pas capable de savoir, quel métier va me permettre d'y aller. Alors que votre métier, ça va être un moyen pour vous d'aller nourrir ces besoins. Donc plus vous serez au courant avec ces besoins-là, plus ça sera facile pour vous peut-être de définir justement quelle trajectoire vous devez prendre. On est dans une société aussi qui a tendance à pointer du doigt ce qu'on ne sait pas faire. Les notes qu'on a eues à l'école étaient plutôt des notes basées sur, on part de 20 et puis on enlève des points pour arriver à votre note, plutôt que de partir de zéro et de compter ce que vous avez bien fait. Donc on a tendance, culturellement, à aller regarder ce qu'on ne sait pas faire. Mais à quel moment on prend le temps de regarder nos talents? Dès qu'on aborde ça, je me rends compte que tout de suite, on passe pour quelqu'un d'égocentrique, de prétentieux, ben, non, mais à un moment donné, pour construire mon arbre, j'ai besoin de savoir, sur quoi je m'appuie, quoi. C'est quoi le truc, sur lequel, c'est quoi mes fondations? Et là, on va aller regarder ses ressources, on va regarder ses talents et à la fin de cette étape-là, c'est là où pour moi, vous allez commencer à avoir une vraie idée de votre projet. C'est-à-dire que là, vous allez savoir si vous êtes un arbuste, si vous êtes un feuillu, si vous êtes un conifère, si, vous êtes un bonsaï, si votre tronc, il pousse de côté à gauche, à droite, et tout ça, en fait, vous allez le construire en fonction du reste de votre environnement, hein, votre arbre ne pousse pas de la même façon s'il est en bord d'océan ou s'il est en plein milieu d'une zone un peu désertique. Forcément, le tronc va être différent, la trajectoire va être différente, votre vision va être différente. Donc c'est dans les accompagnements que j'ai pu faire jusqu'à présent, je me rends compte que c'est à la fin de cette étape-là, où là, on commence à avoir un projet plutôt bien ficelé, plutôt bien détouré et une vision assez précise de ce qu'on veut faire dans l'avenir. Et la dernière strate, c'est la partie, je vais appeler le feuillage, c'est cette partie visible en fait que l'on voit en principal chez un arbre. Donc effectivement, c'est toutes ces actions que vous allez poser. Donc là, on va être dans le quoi effectivement et comment vous allez pouvoir, communiquer toute cette introspection que vous avez fait, dans les 2 premières étapes, c'est comment je vais le communiquer à travers un pitch, à travers un CV, à travers une lettre de motivation. Comment je quelles sont mes préférences de fonctionnement aussi? C'est-à-dire que dans ma façon de me comporter, lorsque je vais dans un entretien d'embauche, je me rends compte que j'ai peut-être plus de facilité à écouter qu'à parler ou l'inverse. Donc là aussi, c'est peut-être intéressant de savoir comment on fonctionne pour pas subir en fait un entretien, mais plutôt, pouvoir anticiper au mieux et utiliser encore une fois ces ressources au service de ce projet. Donc voilà
les 3 grandes étapes structurantes que je vous conseille de suivre et pour moi, elles sont bien séquentielles. C'est-à-dire que de vouloir aller trop vite sur, comprendre quels sont vos talents alors que vous n'avez pas identifié vos peurs ou vos croyances, il y a un moment donné, vous allez vous faire rattraper par la patrouille. C'est je sais pas comment vous le prouver, mais, de toute façon, si jamais vos racines ne sont pas propres, à un moment donné, il y a votre arbre va dépérir de toute façon. Donc il va falloir quand même prendre ce temps d'aller regarder ça. En tout cas, moi, c'est vraiment le conseil que je vous donne. Donc c'est là où quand on regarde ça, vous comprenez un peu mieux pourquoi, au départ, je vous disais qu'on allait trop vite dans le quoi, on allait trop vite à chercher, le feuillage. En fait, il y a probablement et en tout cas, c'est pas probablement, pour moi, c'est sûrement, c'est certainement même des questions à se poser en amont si vous voulez, construire votre projet professionnel avec sérénité et surtout être certain de ne pas vous être trompé, de vous êtes pas trompé de voie. Chose promise, chose due, on va prendre un petit peu de temps pour essayer de vous apporter un maximum d'éléments, puisque moi l'objectif de ce webinaire, c'est quand même de vous donner, de l'autonomie, dans la construction de votre projet et c'est d'aller zoomer sur, chacune de ces étapes-là. Qu'est-ce que je mets derrière le mot croyance, derrière le mot peur? J'imagine que pour vous, c'est peut-être pas très clair et pour ça, on va prendre le temps d'aller zoomer sur cette première partie terreau. Cette première partie terreau, c'est les croyances, en fait, c'est tout ce bruit que vous pourriez avoir. Alors ça, c'est pas une citation, c'est moi qui l'ai inventé. «Le croissement de mes croyances m'empêche de croître». Je suis content, je suis fier de moi. C'est super. Le En fait, c'est se dire, j'ai toutes ces croyances, en fait, elles vont avoir une énorme incidence sur mon comportement et donc c'est là où ces croyances-là, elles ont été il faut pas oublier que les croyances que l'on a, c'est des croyances qui ont été structurantes à un moment donné. C'est des croyances qui vous ont forcément aidé. Je voudrais pas vous mélanger, je vais revenir peut-être sur la diapo d'avant, c'est les croyances, c'est des choses qui vous ont aidé à vous construire et à arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Sauf que il se peut qu'à un moment donné, ce soit ces mêmes croyances qui vous empêchent de passer à l'étape d'après. Je vais prendre un exemple concret. Je vous l'ai dit, dans mon parcours, j'étais moi dans cette logique d'étudiant où je me disais: «Il faut que tu travailles plus pour arriver à passer le cap d'après». Donc j'étais dans cette logique de, chaque année en fait, je recommençais ce concours et j'essayais d'accorder de plus en plus de temps au temps que je passais à ce concours. Donc au détriment de mes études à côté, jusqu'à la fin à finir après mon service militaire à ne faire plus que ça. Donc vous voyez, j'étais sur une logique de quantité et pourquoi j'étais dans cette logique de quantité? Parce que depuis tout petit, on m'avait dit: «Ben, dans les cours, plus tu travailles, plus tu auras des bonnes notes». Donc j'étais dans une croyance de: plus tu fais de la quantité, mieux ça se passera dans le cadre de ton projet. Voilà une croyance qui m'a servi pendant de nombreuses années et il faut surtout pas regretter, les croyances que l'on a parce qu'elles nous ont toutes servi. Par contre, aujourd'hui, je me rends bien compte que dans le cadre de mon projet pro, c'est pas la quantité qui compte. Au contraire, c'est même l'inverse, c'est la capacité à enlever de la quantité dans toutes les idées que l'on peut avoir de nos projets, pour en choisir une, mettre le focus dessus et mettre de l'énergie dessus. Donc, c'est même exactement l'inverse. C'est-à-dire que tant que je vais croire que plus j'ai d'idées, plus je vais avoir un projet qui va voir le jour, bah, en fait, je suis mort, en fait. Donc voilà le type de croyance, vous voyez, où, c'est une croyance qui m'appartient, c'est une croyance qui m'a mené jusqu'à un certain niveau, donc c'est compliqué pour moi de la remettre en cause, mais tant que je ne la remets pas en cause, alors ça ne veut pas dire la supprimer, hein, mais ça veut juste dire dans quelle mesure je ne pourrais pas juste, heu, accepter une certaine remise en question, un ajustement, faire bouger certaines lignes. Bon, on n'est pas obligé de jeter le bébé avec l'eau du bain, hein, cette croyance-là, encore une fois, elle est importante, il est peut-être important que j'en garde une partie. Mais voilà, l'idée, c'est qu'est-ce que je fais de ces croyances? Et pour, faire bouger des croyances, c'est là où je disais, c'est mieux d'être accompagné parce que il faut souvent changer de point de vue. Je ne sais pas vous dans quelle logique vous êtes, dans quelle culture, dans quelle croyance vous êtes par rapport au marché du travail, mais si on en croit ce qui se dit dans les médias, si on en croit ce qui se dit dans le collectif, dans le monde d'aujourd'hui, le marché du travail, c'est le marché aux esclaves. C'est voilà, tu vas être, pris par un employeur, broyé, serré, écrasé, et en plus de ça, on va te rajouter 2 ans, avant de partir à la retraite. Donc, c'est clair que quand tu as cette vision-là du travail, si on te demande de rajouter 2 ans avant de partir en retraite, tu as plutôt envie de descendre dans la rue et de tout fracasser. Ça peut se comprendre. Mais c'est peut-être, prendre un certain recul par rapport à ça en se disant: «Bah, est-ce est-ce que vraiment j'ai conscience de ce que c'est le marché du travail?» Parce que quand je regarde, ce qui se passe aujourd'hui, oui, effectivement, trouver du job, c'est pas forcément évident. Trouver du job stable, en CDI, effectivement, c'est peut-être pas forcément évident. C'est peut-être pas aussi simple que de traverser la rue comme dirait l'autre et pourtant
Et pourtant, quand tu regardes, tu te dis, «Oui, effectivement, aujourd'hui, c'est dur», mais moi, j'ai 52 ans, j'étais sur le marché du travail, donc à la fin de mes études, oui, à la fin des années 90, et mes grands-parents, déjà à l'époque, me tenaient le même discours que les grands-parents de mes enfants, tiennent à mes enfants aujourd'hui en disant, «C'est dur, je comprends que ce soit compliqué, c'est pas facile de trouver du job», et tu dis: «C'est fou, en fait, c'était le même discours il y a déjà 30 ans». Et quand je remonte un peu plus loin, tout le monde connaît Coluche. Coluche avait un sketch où il se moquait de son père qui était chercheur à Lampe. Il est chercheur à Lampe. Voilà, Lampe, c'est ANPE. Voilà, pour ceux qui connaissent France Travail et Pôle emploi, c'était l'ancien nom. Et tu te dis, mais ce sketch-là, il date des années 80. Donc déjà, on faisait rire sur la difficulté à trouver du boulot il y a 50 ans. Donc en quoi aujourd'hui c'est plus dur? Si tu remontes plus loin, dans, l'époque de l'industrialisation des villes, bah, les paysans qui crevaient la dalle dans les campagnes et qui ont été amenés à aller chercher du travail dans les villes, ils rentraient pas chez eux tous les week-ends. Le paysan qui habitait dans le Césalier, qui a dû venir bosser chez Michelin à Clermont, bon, ben il est venu, en sabot, et il rentrait pas chez lui tous les week-ends, hein. On est loin de Bienvenue chez les Ch'tis où il fait les allers-retours tous les week-ends en 405 entre Marseille et Lille. Donc en quoi à cette époque-là, c'était plus facile? Je sais pas, j'ai même entendu dire à une époque, j'ai eu quelques cours de catéchisme et j'ai cru entendre dire qu'il y avait une histoire où Adam avait bouffé une pomme avec Ève et que du coup ils sont punis et que la punition pour la femme, c'est d'accoucher dans la douleur, et il me semble bien que la punition pour l'homme, c'est de suer sang et eau pour gagner sa croûte. Donc tu dis cette histoire de c'est compliqué de trouver du boulot, a priori ça date pas d'hier. Donc tout ça pour vous dire que le l'état d'esprit dans lequel je suis aujourd'hui, si jamais je commence à me mettre en mode victime, j'espère vraiment pour vous que vous n'êtes pas dans ce mode victime en disant: «Ouais, c'est compliqué de trouver du job, c'est vraiment pas facile». On est vraiment, rendez-vous compte que oui, c'est peut-être pas facile, mais par contre, ça l'a jamais été facile finalement. Si peut-être, pour la génération de mes parents qui sont nés entre les années 45 et les années 50, où eux, il y a eu le plein emploi, mais il faut voir, aussi pourquoi il y a eu le plein emploi. On sortait de 2 guerres mondiales, qui se sont tapées en l'espace de 20 ans, il y avait tout à reconstruire. Si le plein emploi, il faut sortir de 2 guerres mondiales pour le plein emploi, ben, tu es gentil, mais moi, j'en veux pas de ton plein emploi. Bon, rassurez-vous, il paraît qu'il y a une troisième guerre mondiale qui est en route, donc on a bon espoir de retrouver du plein emploi. On va essayer d'être positif jusqu'au bout. Mais c'est se dire finalement, hormis quelques exceptions, trouver du travail, c'est compliqué. OK, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on est dans ce qu'on veut nous vendre aujourd'hui à la télé. C'est pas que j'ai quelque chose contre la télé, mais c'est juste se dire: «L'environnement dans lequel je suis va venir avoir des incidences en fait sur mes croyances», et c'est là où c'est peut-être important de reprendre un peu de recul par rapport à ça et de reprendre un peu de pouvoir en disant: «OK, si effectivement c'est un combat, il y a pas de souci, il y en a d'autres qui l'ont réussi avant moi, donc il y a aucune raison que moi j'y arrive pas non plus». Donc déjà remettons un peu de charbon dans la chaudière, redressons-nous. Si effectivement je dois aller dans une sorte de combat, bon, bah, quand je rentre dans l'arène, je rentre pas la tête baissée, je rentre pas les épaules à l'intérieur. Voilà, je suis prêt à affronter le truc. Ce que ce qui est important là-dessus, c'est que, pareil pour les oui, dans ces croyances-là, on va se retrouver avec cette question de valeur. C'est-à-dire que, OK, bon, Beltor, mais on peut pas faire semblant de ça. Il faut quand même avoir un minimum d'assurance en soi, et c'est se dire: «Mais finalement, quand je regarde les choses, oui, bien entendu, on va avoir le schéma, que j'ai là sur la diapo où, vous allez vous retrouver face à des recruteurs qui vont venir vous challenger pour, comprendre, justifier vos échecs, vouloir avoir vos références. Mais il ne faut pas que vous perdiez de vue que les entreprises aujourd'hui, elles aussi, elles ont des comptes à rendre. Parce que certes, peut-être que c'est pas aussi facile que ça, de trouver du job en traversant la rue, mais je disais, tout à l'heure, j'en doute parce que moi, quand je regarde au-delà de ce qu'on nous vend dans les journaux télévisés, il y a des pubs aujourd'hui qui sont faites pour recruter. Vous avez une pub de McDo, là, j'ai encore souvenir, elle date de quelque temps maintenant, mais où c'était un étudiant qui retrouvait, une de ses profs, sur le parking du Grande Surface et qui lui vantait les mérites en disant: «Ben, moi, je suis manager chez McDo». Et donc tu te rends compte que tu as des boîtes qui dépensent des millions d'euros, parce que là, les pubs, selon l'heure où tu les passes, à la télé, ça te coûte des millions d'euros. Il y a des boîtes qui payent des millions d'euros, non pas pour dire: «Mangez des frites chez nous», ils ne sont pas en train de rechercher des clients. Ils disent: «Venez fabriquer des frites chez nous». En fait, ils sont en train vraiment, ils dépensent des millions d'euros pour embaucher. Donc
Est-ce que c'est si galère que ça de trouver du job? Je sais pas, je m'interroge juste quoi, pour sortir de cette image, cette croyance de «c'est dur». Hem, si vous êtes probablement allé faire des tours dans des forums pour l'emploi. Est-ce que vous avez vu le nombre de stands qu'il y a pour le dans un forum pour l'emploi? Et c'est des stands qui sont payants encore une fois, donc les entreprises payent leur présence, mettent du personnel. Encore une fois, ils font pas ça pour nos beaux yeux, hein, ils font ça parce qu'ils ont vraiment des besoins. Donc ce qui est fou, c'est qu'effectivement, il y a peut-être un décalage entre les besoins, entre l'offre et la demande, mais en tout cas, ne soyez surtout pas dans cette posture de victime de je subis en fait un marché du travail qui n'est pas favorable en ce moment. Ça, c'est vraiment le gros message que j'aimerais vous faire passer en termes de mindset, en termes d'état d'esprit. Autorisez-vous à revisiter cette croyance. Si elle est bien implantée, c'est là où ça va vous faire aider. Mais en tout cas, si vous vous présentez en mode victime dans un entretien, vous allez vous faire massacrer. En fait, il y a pas d'autre mot, hein. Vous allez vous faire broyer, vous allez repartir avec un niveau de confiance qui sera encore plus bas. Donc là, vous allez choper votre spirale, mais cette fois, mais dans le mauvais sens. Le, L'anecdote que je voulais vous raconter aussi par rapport à ça, c'était, quand je recrutais là pour Decathlon, j'étais sur un rayon saisonnier, donc allez, chaque année, je devais avoir entre 150 et 200 CV à gérer et entre les saisonniers l'été et l'hiver, je voyais quand même un paquet de personnes et je me souviens de personnes qui arrivaient et qui me disaient: «Ben, mais moi je cherche du boulot, mais mettez-moi où vous voulez, en caisse, au déchargement du camion, à la manute, n'importe où, n'importe où. Je suis corvéable à merci». Et moi j'étais toujours, perturbé par ça. En tout cas, j'ai jamais recruté quelqu'un qui s'est présenté comme ça. Parce que, à la limite que alors je suis désolé pour les mots que je vais utiliser, mais on va mettre les pieds dans le plat pour faire un peu de parler vrai, mais que tu décides, toi, d'arriver en posture de victime, en mode esclave, en mode: «Faites ce que tu veux» ou en mode prostituée ou «De toute façon, ce qu'il me faut, moi, c'est de l'argent et je suis prêt à faire n'importe quoi contre de l'argent». Écoute, tu peux avoir la vision que tu veux de toi, mais attention parce qu'en disant ça, tu es en train de me faire passer moi, recruteur, pour un proxénète ou pour un esclavagiste. Et moi, je suis p c'est pas ça que je cherche en fait. Moi, je cherche un compagnon de route parce que j'ai des projets à mener, parce qu'on a une boîte à faire avancer et donc c'est ça que je cherche. Donc quelle valeur tu apportes? Et donc c'est là où, tu ne peux pas te pointer en entretien d'embauche tant que tu n'as pas validé ton projet en amont, que tu es pas sûr de toi, que tu pas réfléchi justement à toutes ces peurs, à toutes ces croyances, à toutes ces choses qui vont jouer, contre toi, à ton insu, pendant l'entretien, qui vont te faire rougir, qui vont te faire, te faire perdre tes mots parce que le recruteur va venir toucher un sujet, bah, qu'il fallait surtout pas qu'il touche, mais tu penses bien que, bah, il l'a vu. Et donc c'est là où, c'est important d'avoir ce travail préparatoire. Moi, je crois beaucoup à ce travail de préparation, de conscience de soi, beaucoup plus que, je vais te faire une formation sur t'expliquer, comment tu dois parler, comment tu dois te tenir, comment tu dois t'habiller, est-ce que tu dois mettre une photo ou pas sur un CV, est-ce que tu dois utiliser, Arial ou, Time Roman ou sur ta lettre de motivation. Très sérieusement, alors peut-être qu'il y a des recruteurs qui bossent comme ça, hein, je ne sais rien, je ne veux pas tirer de généralité. Mais alors, moi je dis en 25 ans de recrutement, mais je m'en fous complètement de savoir si la personne écrit en Arial ou en Time Roman. Je m'en fous complètement. Donc méfiez-vous aussi de tout ce que vous entendez à côté. Alors c'est toujours fait avec de bonnes intentions de vous aider, mais faites le tri dans tout ça et posez-vous vraiment la question de savoir qu'est-ce qui va me servir dans un entretien? Et si je dois à la fois réfléchir au fond, à la forme, à ce que je dis, à ce que je fais, à mes mimiques, tout ça, ça s'appelle du non-verbal. Donc, on n'a pas de conscience là-dessus, ça se fait tout seul. Donc, il faut que pour que ça se fasse tout seul, qu'on ait un certain alignement et une certaine préparation au départ. Et dans cette préparation-là, bah, forcément, il y a toute cette gestion du stress qu'il va falloir apprendre à gérer et se rendre compte qu'effectivement, il y a une différence énorme entre ce qui me fait stresser et finalement le truc sur lequel il pourrait y avoir effectivement un danger qui pourrait arriver. Donc pour ça, je vous invite en fait à réfléchir sur sur éventuellement cette peur que vous avez de l'avenir. Ça représente quoi pour vous cette histoire de parcours pro? C'est quoi les enjeux qu'il y a pour vous maintenant au moment où vous y travaillez? Et c'est se rendre compte que, j'aime bien, cette réflexion de Charles Pépin qui dit, c'est pas parce que, enfin, il faut pas confondre confiance en soi et sûr de soi. C'est-à-dire que, comme je vous disais, je suis sûr de rien moi pour demain. De quoi mon métier sera fait demain? Est-ce qu'on va pas nous remettre un confinement dans le cornet maintenant qu'on en a fait un, 2, pour en faire 4, 5 pour tout un tas de situations? Tout est envisageable. Donc la certitude sur l'avenir, honnêtement, j'en ai aucune. Par contre, la question de savoir, c'est quelle confiance j'ai en moi par rapport aux ressources que j'ai pour aller gérer cette incertitude. Donc c'est là, il ne faut pas confondre en se disant, si j'ai pas confiance en moi et on met ça un peu à toutes les sauces. Non, non, la confiance en soi, c'est important. Par contre, être sûr, moi aujourd'hui,
Je ne suis sûr de rien par rapport à votre projet. Je vous connais même pas puisque ceux qui verront ce webinaire, en replay après, chez eux ou à la plage, je vous connais pas. Donc, je ne suis sûr de rien pour vous. Mais par contre, j'ai une confiance absolue en votre capacité sur le fait de mobiliser vos ressources. Vous les avez les ressources. Comme je vous l'ai dit, votre parcours, vous l'avez déjà sous le nez, c'est juste qu'il faut aller le voir. Donc les questions que j'invite à vous poser par rapport à ça, c'est peut-être déjà se poser la question de savoir comment j'évalue ma capacité à trouver rapidement un job? Parce que c'est là où vous allez pouvoir mesurer en fait ce côté, est-ce que j'ai les épaules rentrées ou est-ce qu'au contraire, je suis prêt à aller au combat? Donc, ne cherchez pas à vous juger, cherchez juste à prendre une photo, en fait, par rapport à ça et vous dire: «Eh ben, le fait est qu'aujourd'hui, oui, effectivement, je me mets 2/10». Donc là, 2/10, OK, faites-vous accompagner. C'est même pas la peine d'essayer d'écrire votre CV tant que vous êtes à 2/10 parce que vous ne serez pas capable de le défendre, votre CV, votre lettre de motivation. Donc, prenez les choses par le bon bout et c'est important de mettre une conscience dessus. Intéressant aussi de se poser la question, de dire: «Tiens, OK, rapidement, mais ça veut dire quoi, pour toi, rapidement?» Et là, vous allez vous rendre compte que si on s'amusait à questionner toutes les personnes qui regardent cette vidéo, il y en a pas un qui répondra la même chose. Donc c'est là où on est vraiment sur du travail personnel. Et forcément, si vous avez des ambitions à 2 mois ou que pour vous rapidement, c'est à 5 ans, ça va avoir des énormes conséquences sur les actions que vous allez poser après. De quoi vous avez vraiment peur sur votre avenir pro? De quoi vous avez vraiment peur? Et c'est là où, moi je vous invite à vous faire accompagner parce que vous allez peut-être avoir 4, 5 peurs qui peuvent arriver, mais derrière ces peurs-là, il y en a d'autres et c'est intéressant d'aller les regarder. Je sais pas moi une des peurs que je pourrais avoir sur mon avenir professionnel, c'est le fait de pas avoir une rémunération stable qui me permette de financer les études de ma fille l'année prochaine. Parce que là aussi, je ne sais pas quelles études elle va faire, où elle sera. Donc forcément, ben, ce qui vient faire du bruit dans ma tête, ce fameux stress qu'on avait tout à l'heure en rose, c'est alimenté par ce truc-là. Et du coup, dans toutes ces peurs, il va peut-être falloir que j'aille regarder celle qui est la plus importante, en fait. C'est quoi qui est vraiment important là-dedans? Bah, c'est le fait que j'y arrive pas ou c'est le fait qu'elle puisse pas faire ses études? C'est quoi la vraie peur? Parce que là, tu vas te rendre compte que selon, celle qui est importante pour toi, tu ne vas pas avoir les mêmes actions. Si aujourd'hui, la peur que j'ai, c'est qu'elle ne puisse pas faire ses études et non pas que je puisse pas lui les payer, ben, si ma peur, c'est qu'elle ne puisse pas les faire, à ce moment-là, on va la regarder, en fait, qu'est-ce qui pourrait faire qu'elle ne les fasse pas? Et si c'est un problème financier, est-ce qu'il y a possibilité de les étudiants peuvent faire des crédits, elle-même peut bosser de son côté. Moi, je peux reprendre un job salarié, pour apporter un peu de stabilité dans mes ressources. En fait, des solutions, il y en a plein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure en prenant l'exemple de la citation d'Einstein, c'est qu'une fois que j'ai identifié le bon problème, les solutions, c'est réglé en 2 coups de cuillère à peau, en fait. Donc je vous invite vraiment à avec le maximum d'objectivité, c'est là où quand on est tout seul, c'est difficile, mais d'arriver à mettre des mots sur ses peurs et encore une fois, l'idée, c'est de les noter, c'est pas de les juger, c'est juste de les dérouler, dire: «Je les note» pour qu'elles m'apparaissent enfin et dans toutes ces peurs-là, il y en a une, à mon avis, qui va arriver, c'est à peu près sûr. Voilà, si vous voulez gagner du temps, je pense que celle-là, vous pouvez aller la chercher. C'est la peur de l'échec. C'est la peur de se foirer, la peur de rater, la peur de pas y arriver, appelez ça comme vous voulez. Mais c'est la peur de l'échec et c'est se dire, pour travailler cette peur de l'échec, moi, je vous invite à prendre quel est l'échec le plus important pour vous aujourd'hui? Voilà, dans votre vie, que vous ayez, 25 ou 50 ans, que vous soyez en reconversion, vous avez déjà reconverti, pas, on s'en fout. C'est quel est le pour vous le ce que vous identifiez comme le plus gros échec dans votre parcours de vie? Une fois que vous avez identifié ça, moi je vous, j'aimerais que vous vous posiez la question de savoir comment vous dans quel état d'esprit vous étiez à ce moment-là? Comment vous le reviviez? Comment vous le sentiez, en fait? Mais vraiment dans vos tripes. Peut-être que c'était une incapacité à dormir, peut-être que c'était, du mal au bide, peut-être c'était envie de vomir, peut-être que c'était, non, c'était des tremblements, c'était, ben, je pleurais chaque fois que je parlais de ça, ouais, vous voyez, il y a tout un tas de façons de vivre, en fait, cet échec-là. Donc essayez et notez-le tout ça. Comment vous l'avez vécu, cet échec-là? Au moment où vous l'avez vécu, comment vous l'avez vécu? Et dans un deuxième temps, amusez-vous à noter comment vous le percevez cet échec aujourd'hui. Est-ce que vous êtes dans la même énergie ou pas dans la même énergie? Est-ce que, vous êtes toujours dans cette incapacité à en parler, sans en pleurer? Est-ce que vous avez toujours ce mal de bide? Ou aujourd'hui quand vous le regardez, peut-être que vous allez le regarder avec, c'est marrant, avec une énergie qui est complètement différente, peut-être même avec un sourire. Moi quand je regarde effectivement cette période de ma vie où j'ai pris conscience que je ne serai jamais enseignant, ouais, ben je crois que
Ouais, je crois que j'ai dû pleurer, ouais, c'était je pense qu'à 25 ans, j'avais pas forcément envie de le dire et le reconnaître, mais aujourd'hui, je peux le faire. C'est ouais, ça m'a vraiment fait chialer parce que j'avais que ça en tête, en fait. Je voulais être enseignant comme mon père, comme, enfin voilà, je voulais vraiment ça et aujourd'hui, quand je regarde ça, je me dis, bah, finalement, je suis bien content de pas l'être, en fait. Parce que enseignant dans l'éducation nationale, aujourd'hui, je suis convaincu que ça m'aurait pas plu. Donc c'est marrant comme, quelque chose qui m'a démonté à un moment donné, cet échec-là, en fait, aujourd'hui, j'en ai plus du tout la même lecture. Et vu que c'est le cas pour un échec, moi, ce que je vous invite, c'est à vous confronter à d'autres échecs, donc en lister d'autres qui sont peut-être moins importants, qui sont moins touchy pour vous, mais d'aller en chercher 5 autres, de façon à ce que vous rendiez compte que quand vous allez tous les regarder avec comment je les ai vécus à l'époque et comment je les vis maintenant, que vous puissiez peut-être prendre conscience de certaines choses et vous rendre compte que c'est peut-être ce que je vis aujourd'hui en termes de ressenti. L'idée, c'est ça, c'est de vous dire aujourd'hui, j'ai l'impression d'être peut-être dans un échec à pas trouver mon job. C'est quelque chose qui me frotte, c'est quelque chose qui me génère effectivement, des des, des ressentis, pas agréables à vivre. Mais à partir du moment où vous allez commencer à mettre une conscience sur le fait que ce que vous ressentez maintenant n'a rien à voir avec ce que vous voulez faire et que vous allez, rire de cette situation-là ou être satisfait de cette situation-là dans 5 ans, dans 10 ans, dans 8 ans, déjà ça va mettre de la distance en fait par rapport à ce que je disais tout à l'heure, à cette pression de l'objectif que l'on se met. Donc voilà, oubliez pas que qui est 100 des gens qui échouent, c'est des gens qui ne tentent rien. Voilà, quand tu tentes rien, quand tu tentes rien, tu es certain d'échouer. Ça, c'est la seule certitude. Par contre, rappelle-toi comment tu as appris à faire du vélo. Je ne connais personne qui a appris à faire du vélo sans se manger le platane des graviers ou la clôture du jardin. Je connais personne qui a réussi à faire ça. Donc à un moment donné, l'échec fait partie du processus d'apprentissage et rien que le fait de mettre une conscience là-dessus. OK, le jour, quand je tombe, OK, j'ai peur de tomber. Quand je tombe, j'ai mal, ça c'est clair, ça m'arrache le genou, ça m'arrache le coude. On a tous vécu ça, mais pour autant, c'est pas ça qui nous a empêchés de remonter sur le vélo et puis de finalement d'y arriver aujourd'hui. Donc, si c'est valable pour apprendre à faire du vélo, sur un truc aussi ridicule que faire du vélo, bah, ça marche d'autant plus sur quelque chose d'aussi sérieux que le projet professionnel. Donc, prenez le temps de revisiter, cette peur de l'échec. Et la deuxième peur, qui va arriver, probablement à un moment ou un autre, si vous êtes honnête avec vous-même, c'est cette peur du regard des autres. Et cette peur du regard des autres, c'est déjà la première chose à vous dire, c'est normal, en fait. Donc, ne croyez pas encore tous ces trucs qui se racontent autour de: «Ouais, mais si tu as peur du regard des autres, c'est que tu pas capable de t'affirmer, c'est que tu es trop faible, c'est que tu es fragile, c'est que tu as pas confiance en toi». En fait, ça n'a rien à voir avec tout ça. En fait, ça a juste à voir avec le fait qu'on est tous les descendants d'espèces animales qui ont développé ça, en fait. On est issus de mammifères sociaux et on est des mammifères sociaux. Donc en fait, on a intégré depuis belle lurette, on a compris que si jamais on est exclu du clan, on meurt et ça, on a été conditionné comme ça. C'est comme on a 2 bras, 2 jambes, en fait, on arrive avec ça sur terre, en fait. On a capté ça depuis des années. C'est inné chez nous et aujourd'hui, avec les neurosciences, on est capable de le mesurer. Il y a des tests qui ont été faits où au moment de prendre la parole en public, par exemple, la peur que l'on ressent quand on prend la parole en public, c'est cette peur d'être exclu du clan et quand on regarde, avec l'imagerie mentale, on est capable de voir que c'est les mêmes parties du cerveau qui s'allument quand on prend la parole en public que quand on nous met un cerveau sur la tempe. Il y a des études, très sérieuses qui ont été faites sur le sujet. Donc c'est se dire: «OK, c'est normal. Donc déjà, je vais arrêter de culpabiliser et je vais peut-être m'autoriser à regarder ça avec une certaine distance» et cette peur du regard des autres, elle est vraiment importante. Le si, est-ce que tu t'es posé cette question-là de savoir est-ce que ton entourage est au courant de ton projet? Est-ce que tu leur as dit? Est-ce que tu leur as pas dit? Est-ce qu'ils savent tout? Est-ce qu'ils savent pas tout? S'ils le savent, ils sont d'accord avec ton projet? S'ils le savent, ils s'en foutent? Ils te soutiennent? C'est quoi leur attitude? Est-ce qu'ils ont plus peur que toi pour toi que toi? Tu vois? Donc c'est-à-dire qu'eux-mêmes, avec leur propre peur, ils vont venir rajouter une pression, alors toi déjà tu as du mal à la vivre. Donc c'est comment tu ne peux pas aujourd'hui Hem, faire abstraction de ça. C'est-à-dire que c'est ça qui va te péter à la gueule le jour où tu vas te retrouver dans un entretien d'embauche ou le jour où tu te retrouves sur une page blanche à te dire: «Ah tiens, qu'est-ce que je choisis? Enfin, on m'avait dit qu'il fallait que je pense à ça, il faut que je regarde ceci». Mais en fait, il y a tout ça qui est derrière qui fait du bruit, en fait et tant que tu as pas mis une conscience là-dessus, ça va t'empêcher d'avancer ce truc-là. Donc la question qui a à se poser par rapport à ça, c'est comment je le vis cette situation par rapport à mon entourage? Et l'entourage, c'est vraiment, vous pouvez le cloisonner, hein, vous dire: «Ben, mon entourage, c'est peut-être déjà mon couple, c'est peut-être mes enfants, c'est peut-être ma famille, c'est ma famille proche, c'est les autres», c'est comment ça fonctionne tout ça? Hem
c'est là où vous allez vous rendre compte que parfois, dans ce pour ce sujet-là, c'est peut-être intéressant d'être licencié. Alors, de me dire: «Ça y est, il a craqué», mais non, parce que quand tu prends la décision de partir de toi-même, tu sais que ça va créer un chaos dans ta famille et il va falloir que tu l'assumes ce chaos-là. Parce qu'à un moment donné, tu risques de recevoir des petites pointes, alors peut-être pas méchamment ou peut-être méchamment, je te le souhaite pas, mais ça peut être des petites piques en disant: «Putain, super, avec ton idée de changer de job, bravo quoi, tu vu dans quelle merde tu nous mets?» Il y a ça qui risque d'arriver en fait, si tu es pas au clair avec ce truc-là et c'est là où quand tu as été licencié, bah, à l'inverse, ton entourage va peut-être au contraire te soutenir. Alors tu vas peut-être passer pour une victime, c'est peut-être pas agréable non plus, ça aussi c'est intéressant à aller regarder. Mais en tout cas, c'est peut-être, plus facile à vivre que ceux qui ont, pris la décision, voilà de changer de job, surtout quand c'est un job stable, en tout cas qui a une image de stabilité dans la société, dans votre entourage. Ça c'est un autre courage et une autre peur qu'il faut aller affronter quand on est dans ce cas de figure-là et ça peut peut-être demander plus de temps. Mais en tout cas, c'est intéressant de, vous voyez, de lister en fait toutes ces peurs et de se poser la question de se dire: «OK, quand je la regarde en face, c'est quoi exactement qui me pose problème dans cette peur?» pour pas être, gêné par la nébuleuse du stress, mais être vraiment sur, je zoome sur ce qui va vraiment, potentiellement arriver, et là, à partir de là, je vais commencer à regarder, qu'est-ce que je dois changer moi pour que mon entourage change? Ou en tout cas pour que la vision de mon entourage change. Si j'ai besoin que mon entourage, que ça aille pour mon entourage, comment je fonctionne? Et c'est important parce que vous pouvez avoir des personnes de votre entourage qui sont au soutien au départ et puis au fur et à mesure que vous avancez, ben, vous allez, vous retrouver confronté à des changements dans votre quotidien et c'est le changement de ces quotidiens qui peut peut-être faire changer l'attitude de votre entourage. Donc je vous invite vraiment à avoir un œil assez vigilant par rapport à ça parce que vous savez que ça a de l'importance pour vous, plus ou moins consciemment, mais c'est important de venir regarder ça de près. Donc oui, on est sur des sujets qui sont assez, spécifiques quand même, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, sur cette première étape-là de mes ressources, mon terreau pardon, pas mes ressources, mon terreau, mon environnement, moi je vous conseille vraiment de vous faire accompagner par un professionnel là-dessus. Donc il y a tout un tas de coachs, on en parlera tout à l'heure. Mais, aller tout seul là-dedans, vous pouvez le faire, mais vous savez qu'il y a beaucoup de choses que vous allez apprendre au fil du temps, avec la souffrance parce que mettre une sagesse là-dessus tout seul, c'est compliqué. La deuxième étape, c'est, ce côté, je vais aller travailler mes ressources. Une fois que j'ai vu un petit peu dans quoi je poussais, en tout cas, j'ai mis une conscience sur des choses qui étaient, dans le sous-sol que je voyais pas forcément. Je vais aller regarder, ce qui se passe au niveau de mes talents, au niveau de mes ressources et la première chose que je vais vous conseiller de faire, c'est de travailler sur ce qu'on appelle le système de valeurs. Le système de valeurs, moi, pour vous donner un ordre d'idée, quand j'accompagne des gens là-dessus, on y passe largement entre 4 et 6 heures là-dessus, pour vous dire à quel point c'est important. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, je vous dis: «Tiens, imaginons que l'arbre, c'est votre projet professionnel, c'est un arbre». Mais si on reste dans la thématique de l'arbre, votre projet de vie, c'est un arbre et donc vous allez avoir différentes branches et ces différentes branches, en fait, elles vont toutes porter un projet. Donc ça va être un fabuleux mélange dans votre tête de: «Alors attends, au niveau boulot, ça serait bien, mais alors pour ma vie de famille, c'est le bordel. Mais moi aussi, bah, j'aimais bien faire ça, j'avais ça comme activité, comme passion. Du coup, si je prends ce job-là, mais je vais plus pouvoir faire cette passion-là. Ah oui, mais mon job, c'est d'abord. Ah non, c'est pas d'abord mon job. Ah non, c'est d'abord mon couple». Et donc, tu vas te retrouver à constamment, en fait, parce que tu as pas mis une conscience sur ça, tu as pas clarifié les choses, à te le reprendre dans la figure au moment où tu vas te retrouver à devoir faire un choix, et ben, tu vas être dans cette procrastination, dans cette hésitation. Donc moi, je t'invite vraiment à clarifier ça, en fait, en disant: «J'ai combien de branches? Mon système de valeurs, c'est combien de branches?» Là, je vous en ai mis 5, on pourra en envisager plus. Il y en a certains qui vont avoir une valeur autour des finances, qui est une branche à part entière pour eux. Donc je vous invite vraiment à prendre le temps, vous voyez, c'est là où ça prend du temps, en fait, d'identifier le nombre de branches que l'on peut avoir. Et ce qui va être important, une fois qu'on les aura identifiées, alors c'est là où ce travail se fait en plusieurs fois. Bah, d'un moment tu dis: «Ben, là j'ai qu'une seule branche» et puis encore une fois moi je le vois quand je suis en accompagnement et en formation et que j'interroge les gens. Moi cette partie-là, j'aime bien la faire en collectif avec plusieurs personnes qui sont en projet professionnel parce qu'il y a pas mal de tabous autour de ça. Et c'est intéressant de voir une personne qui, dans le groupe, va dire: «Ben, moi, j'assume un peu le fait que je me place, avant ma famille. Voilà, ma valeur à moi, je la trouve supérieure à la valeur famille» et là, bah, c'est peut-être mal vu
dans le monde d'aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui. Mais n'empêche, le fait est que la personne aura tendance à se faire passer avant. Donc, c'est important qu'elle ait une conscience de ça, au moment où elle va faire des choix par rapport à son boulot. Pour vous donner un exemple très concret, lorsque j'ai bossé sur mon système de valeurs, il m'a fallu du temps quand même pour accepter, pour assumer, c'est plus, assumer vis-à-vis des autres qu'accepter, le fait que ma valeur travail, elle est plus importante que ma valeur famille. Et quand tu dis ça, ben, tu passes vraiment pour le vilain petit canard, parce que ça se fait pas, quoi. Bah non, la famille, c'est plus important que le travail. Ben, moi, je suis alors oui, c'est ce que j'aimerais pouvoir dire, parce que ça, c'est bankable, c'est bien de le dire, ça fait de moi un bon papa ou un bon mari, mais concrètement, quand je regarde ma vie, ma branche travail, ma valeur travail, elle a été toujours prioritaire par rapport aux autres. Ça ne veut pas dire que ma famille n'est pas importante, ça ne veut pas dire que mes amis ne sont pas importants pour moi, mais quand je regarde dans quel ordre les choses se mettent en place dans ma tête, bah, c'est tout le temps le travail qui est devant, en fait. Et c'est pas forcément problématique, c'est juste que je dois bien en avoir conscience parce que ça va avoir une incidence sur les choix professionnels que je vais faire. Et comment on voit ça? Pour vous aider à vous projeter, en fait, je faisais un métier de responsable de rayon. Il y a des collègues qui faisaient peut-être, 20 ou 25 de temps de moins que moi au travail, en fait. Mais non, bah, moi, je faisais des journées de 7 heures à 20 heures. J'enchaînais ces journées-là comme ça, avec un temps de pause peut-être de 3/4 d'heure, 1 heure pour manger. Mais pour moi, c'était une évidence. Ça m'arrivait plus d'une fois, de dire à mes parents ou à mes beaux-parents, de dire: «Bah, on va décaler Noël, on va peut-être pas le faire, pile poil le jour de Noël parce que mon travail passe avant». Alors, bah, ça tombe bien parce que le système de valeurs de mon entourage est assez proche du mien, donc eux aussi avaient une valeur travail qui était importante. Donc du coup, ils ont compris, ça posait aucun problème pour eux de décaler la date du réveillon. Mais par contre, si jamais tu es avec un environnement ou dans un environnement où les valeurs ne sont pas les mêmes, c'est là où ça peut frotter, en fait. Et c'est là où tu vas avoir du mal à assumer, ton projet vis-à-vis du regard des autres. Hem, j'aimerais vraiment, prendre un petit peu de temps sur ce truc-là parce que on est vraiment sur quelque chose de central, sur la connaissance de soi, là, sur la partie, système de valeurs. C'est, vous allez avoir en permanence une petite voix qui vous dit: «Non, non, mais toi, c'est vraiment la famille qui compte plus que le reste. C'est ouais, ouais, c'est quand même mieux comme ça». Mais en fait, c'est vraiment important de se regarder et c'est là où c'est intéressant d'avoir le regard des autres. C'est pour ça que j'aime bien faire ce travail-là en groupe, pour que les autres puissent faire du feedback là-dessus. Heu, parce qu'il y a des choses qui sont assez subtiles. Par exemple, moi, je me suis rendu compte, là, mon fils est en train de passer le diplôme pour être moniteur de ski et il a donc un examen, c'est une compétition, c'est un slalom qu'il a à faire, pour valider son entrée à l'école et cet examen-là avait lieu mardi dernier à au Ménuire. Je me suis vraiment posé la question. J'avais posé ça comme gros caillou dans mon agenda en disant: «Cette journée-là, je me la libère pour aller le voir». Donc j'habite Clermont-Ferrand et donc j'avais prévu, 8 heures de route aller-retour pour aller le voir, faire sa descente qui allait durer 1 minute 30 ou je sais pas combien, hein. Donc j'étais prêt à faire 8 heures de route pour 1 minute 30. Et là, tu dis: «Bah, tu vois, c'est bien la preuve que tu fais passer ta famille avant». Mais en fait, c'est pas vrai. Parce que quand tu compares, quand ma mère me demande d'aller la voir sur Saint-Étienne, il y a qu'1 heure et demie de route et là, par contre, je commence par prendre mon agenda pour dire: «Bah, je vais regarder dans mon agenda quand est-ce que j'ai du temps pour venir te voir». En fait, ma case famille, elle passe après ma case boulot et ce qui m'intéressait, en fait, pourquoi j'étais prêt à faire cette distance-là pour aller voir mon fils, c'était pas pour aller voir mon fils, c'était pour aller voir mon fils au travail, en train de passer un examen pour le travail et c'est là où tu te rends compte que quand tu observes vraiment ton comportement de façon le plus objective, sans chercher à te juger, sans chercher à contrôler, à évaluer quoi que ce soit, juste observer, et ben, tu vas te rendre compte que, ah, c'est pas tout à fait comme tu pensais au départ et que, bah, c'est la question, c'est pas de savoir si c'est bien ou c'est pas bien. Parce qu'aujourd'hui, si je fais un webinaire, là, il est 21h30, bah, ça me dérange pas de dire à ma famille: «Écoutez, ce soir, moi, je bosse à 21h30». Mais parce que j'ai cette valeur travail qui est là. Si jamais j'avais ma valeur famille qui était décalée par rapport à ça, probablement que ce webinaire, je le ferais pas à cette heure-ci. Je le ferai plutôt à un autre moment. Peut-être que vous allez poser comme gros caillou en disant: «C'est ma famille, donc ça veut dire que je ne veux pas bosser les mercredis parce que je veux accompagner mes gamins, dans leur sport». Donc ça va dans ce fameux catalogue qui n'existe pas, ça va supprimer un paquet de pages et effectivement, alors d'un côté, c'est pas bien de pas faire passer sa famille avant, mais de l'autre côté, c'est pas bien non plus de trop faire passer sa famille avant. En fait, si tu écoutes les autres, tu es jamais au bon endroit, en fait.
Donc c'est pas perdre de vue que les autres, il y en a pas un qui a fait ce travail-là, donc eux-mêmes ne savent pas ou n'ont pas conscience de leur propre système de valeurs et ça n'empêche pas qu'ils te donnent, alors on va dire que c'est avec les meilleures intentions du monde, mais c'est là où ça va venir encore une fois rajouter du bruit au bruit. Donc tu as besoin vraiment d'être très clair avec toi si tu veux avancer rapidement dans ton projet. Donc ça, ce travail-là, vous pouvez le mener tout seul, vous voyez, en introspection, en essayant d'observer vos vies, en essayant de faire preuve d'un peu d'objectivité, comme j'ai pu essayer de vous en témoigner avec l'expérience que j'ai vécue avec mon fils. Mais, heu, mais encore une fois, c'est pas toujours évident de faire ce chemin-là tout seul. Moi, j'aime bien le faire en accompagnement collectif. Ce qui est important, c'est que si jamais vous mettez pas une conscience là-dessus, il y a de fortes chances qu'à un moment donné, vous preniez la foudre sur votre arbre et qu'il y ait une branche qui soit trop surchargée, vous n'ayez pas capté un truc et qu'à un moment donné, bah, c'est comme ça qu'on arrive au burn-out ou c'est comme ça qu'on arrive aussi à certaines situations de divorce ou autre parce qu'il y a un truc qui est pas équilibré dans votre arbre que vous n'avez pas vu arriver et ça va et c'est tout ce genre de choses où vous voyez bien que chez les autres, ça se passe comme ça, que certains ont fait des burn-out, que certains ont fait des dépressions, que d'autres ont divorcé parce qu'ils se sont fait déborder par le boulot. Et ça vient rajouter de la peur à la peur, en fait. Donc c'est pour ça que plus vous allez travailler sur ça, plus vous aurez de la sérénité pour travailler votre projet. Là, pour continuer d'avancer dans comment je construis mon projet pro, il y a un outil que j'aime bien utiliser, qui est l'outil de la ligne de vie. Donc l'idée ou des lignes de vie même, j'aurais dû le mettre au pluriel, c'est de se dire, en fait, je vais essayer de regarder ma vie, puisque je vous disais tout à l'heure, on a sous le nez, en fait, notre projet pro, il est là. Donc l'idée, c'est de s'observer, de s'observer le plus possible avec des angles d'attaque différents. Donc c'est se dire: «Tiens, si je regarde ma vie en la séquençant, avec des grandes thématiques, vous voyez, scolaires», en disant: «Voilà, une période où j'étais au collège, au lycée, j'ai eu différentes expériences pro, donc je vais séquencer ma vie comme ça. Je peux aussi la séquencer d'une autre façon à travers des grands événements marquants pour moi. La naissance d'un petit frère ou d'une petite sœur ou, le divorce de mes parents ou mon propre mariage ou mon propre divorce, la naissance de mes enfants. Enfin bref, vous voyez, à vous de le segmenter comme vous le souhaitez et vous pouvez créer en fait autant de lignes de vie que vous voulez. L'idée, c'est que pour chacune des étapes que vous allez créer dans chacune de vos lignes de vie, l'idée, c'est de vous poser la question de: «À cette époque-là, quand j'étais à l'école primaire, c'était quoi mes centres d'intérêt? Et surtout, qu'est-ce qui m'apportait ces centres d'intérêt?» Donc l'idée, c'est que vous ayez tous vos centres d'intérêt qui vous apparaissent. Peut-être que ces centres d'intérêt vont être variables au fur et à mesure des années. Peut-être pas et c'est là où c'est intéressant. Là, j'ai accompagné l'autre jour un étudiant, sur son parcours pro. Il me disait: «Bah, finalement, moi, j'ai qu'un centre d'intérêt, c'est le foot». Il avait tout le temps joué au foot et il avait même pour ambition peut-être pourquoi pas, d'essayer d'en vivre et quand je lui ai demandé de savoir quelle importance avait le foot pour lui, il s'est rendu compte qu'en fait, selon les étapes de sa vie, ce n'étaient pas les mêmes choses que ça venait alimenter. Vous voyez, on en revenait à cette histoire de besoin, dont on parlait tout à l'heure, ça venait nous nourrir des besoins différents et donc c'est se rendre compte que si jamais le foot lui a permis de faire ça, bah, peut-être que dans son activité professionnelle, demain, le foot ne lui permettrait pas de nourrir le besoin qu'il avait quand il était petit, qu'il a peut-être encore aujourd'hui, j'en sais rien. Mais en tout cas, il va falloir qu'il trouve dans son activité quelque chose d'un peu mixte ou d'hybride qui lui permette en fait de nourrir tous ces besoins-là. Parce que visiblement, il en a eu besoin à un moment donné. Est-ce qu'ils sont nourris? Est-ce qu'ils sont encore là? Est-ce qu'ils sont pas encore là? Donc vous allez vous amuser à faire ça et vraiment de mettre une conscience sur ça en fait, de qu'est-ce que je comprends de moi quand je regarde ma vie sous cet angle-là? Alors la ligne de vie, de ce que j'ai vu, il y a pas beaucoup d'accompagnement sur internet là-dessus. Vous avez peu de billes, je connais pas d'ouvrage là-dessus. Donc là, j'ai pas trop, d'autres conseils à vous donner que celui de vous faire accompagner parce qu'en autodidacte, c'est un peu compliqué là-dessus. Par contre, sur cet outil-là que j'utilise aussi, lui pour moi, c'est le dernier outil que j'utilise pour finir de formaliser le projet de chacun. C'est-à-dire que là, on va vraiment et là, l'ikigai, là, vous avez de quoi bouquiner si vous voulez. Il y a je ne sais combien d'ouvrages là-dessus. Il y a des vidéos sur YouTube. Donc, moi, je sais qu'aujourd'hui, moi, j'accompagne des gens, avec cet outil-là pour leur faire gagner du temps et puis encore une fois, pour avoir un feedback et leur permettre d'avancer, plus vite et de façon plus directe dans leur projet. Mais moi, mon ikigai, je l'ai fait tout seul de mon côté, hein. Donc ça m'a pris, j'ai comme, ouais, on va dire, ça m'a bien pris 8 mois, en fait, pour le finaliser, pour le détourer, pour bien comprendre. Puisque l'idée de l'ikigai, en fait, c'est de se dire: «Je vais identifier, qu'est-ce que j'aime faire, en fait? Qu'est-ce qui me passionne?» Et là, on va beaucoup se servir de ce qu'on a vu au préalable dans les lignes de vie. On va se servir aussi du système de valeurs. On va aller regarder, ben, en quoi les autres me reconnaissent doué, quelles sont les compétences que je peux avoir.
Comment je pourrais te payer? C'est qu'est-ce qui, bah, je dis n'importe quoi, il y a des gens qui sont peut-être prêts à payer pour être conduits d'un point A à un point B. Bah, voilà, donc est-ce que la conduite, c'est ma passion? Est-ce que je sais conduire? Vous voyez, c'est tout bête, hein, mais on va avoir des choses qui vont se mettre en place comme ça. Et le quatrième monde, c'est le monde de: «Tiens, ben, ça serait quoi en fait, les choses dont le monde a vraiment besoin qui pourraient donner une autre dimension à mon travail, en fait? Qui pourraient donner un autre sens, une autre noblesse?» Et je me rends compte que on passe beaucoup de temps à définir ce que l'on aime, moi, pour essayer d'avoir une liste exhaustive. Définir ce pour quoi on est doué, finalement, bah, ça va assez vite, c'est une sorte de bilan de compétences que l'on peut faire à ce niveau-là et c'est en ça aussi où les bilans de compétences parfois, pour ceux si vous en avez déjà fait, souvent vous le terminez, vous dites: «Bon OK, super, avec ça je fais quoi?» Bah, parce qu'avec votre bilan de compétences, vous avez peut-être qu'une idée assez précise, mais d'une seule partie de votre ikigai, en fait. Et il y a peut-être besoin d'aller, chercher autre chose pour avoir quelque chose de plus complet. Alors ceux qui ont fait un bilan de compétences ou ceux qui ont ambition de faire un bilan de compétences, bah, vous savez que cette partie-là, elle sera vraiment bien détourée, bien complète, très propre. Alors que si vous faites pas de bilan de compétences, vous allez vous dépatouiller un peu avec ce que les autres m'ont dit, ce que moi j'imagine. C'est peut-être un peu plus compliqué de mettre une conscience là-dessus. L'idée dans le monde des bisounours, c'est de trouver effectivement cette intersection, de ces 4 sphères-là, où vous dire: «Ben, là, je vais faire quelque chose que j'aime, qui peut me payer, que je sais faire et pour lequel il y a du sens dans une dimension plus noble que juste remplir le frigo. Mais parfois, tu te rends compte que ton projet pro, il peut alimenter que 3 sphères et te dire: «Ben, tiens, ma passion, ce que j'aime faire, ça sera pas forcément dans le cadre du travail. Ça sera peut-être autre part». Aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a certaines parties de mon métier qui me plaisent moins que d'autres. Je les fais pas par passion, en fait. Je les fais vraiment, il y a des trucs que je fais peut-être un peu plus effectivement pour remplir le frigo, que vraiment parce que j'y donne un sens vraiment très noble et c'est OK, ça n'empêche pas que ce soit OK donc encore une fois, rappelez-vous ce que je disais au départ, ne pas se mettre trop de pression sur l'objectif en disant: «Tant que j'ai pas trouvé ça, je peux pas mener mon projet». Non, non, c'est votre projet, il peut se construire par le temps et déjà, bah, commencer par, quelque chose qui est-ce que vous avez possibilité parce que vous avez une autre rémunération, à côté, de d'abord travailler l'intersection de ce que vous aimez, de ce que vous savez faire. Donc là, plutôt travailler quelque chose qui est de l'ordre de la passion ou, qui fait sens pour le monde, qui est plutôt de l'ordre de la mission. Ou à l'inverse, est-ce que vous voulez d'abord bosser sur ça et ensuite petit à petit voir à partir de là, qu'est-ce qui pourrait vous passionner dans quelque chose que vous savez faire et quelque chose qui vous rémunère? Donc vous voyez, après, peu importe l'angle d'attaque, moi j'aime bien le commencer par le côté, ce que j'aime faire, j'aime bien commencer par cette sphère-là, mais encore une fois, il y a pas de règle. Vous avez, toute latitude à utiliser ça comme vous le souhaitez. Donc ça, vous p encore une fois, si vous êtes accompagné, moi ce que c'est de toute façon ce que j'aurais tendance à vous conseiller, plutôt que de se dépatouiller tout seul, mais malgré tout ça, vous pouvez le faire tout seul. C'est pas infaisable. Et enfin, en dernier, notre dernière étape, c'est notre feuillage où, là, j'ai envie de dire, on est sur de la conséquence. Moi, ce que je vous invite à vous poser comme question, c'est comment vous fonctionnez, en fait? Là, on va parler de comment je communique avec les autres, comment je vais montrer que cette valeur que j'ai compris que j'avais, c'est comment je vais la vendre, au travers d'un pitch, au travers d'une lettre de motivation ou d'un CV. Mais là, c'est peut-être intéressant de savoir quels sont vos modes de préférence, vos modes de fonctionnement préférentiels. Il y a des personnes qui, sont beaucoup plus à l'aise pour s'exprimer dans un groupe. D'autres, au contraire, ça va plutôt être par écrit. D'autres, ça va plutôt être de façon visuelle. D'autres, ça vous voyez, on va avoir des modes de fonctionnement parce qu'on est câblé d'une certaine façon et ce câblage-là, moi, j'aime bien avant d'aller finaliser et d'écrire un CV ou d'accompagner sur, comment je me comporte dans un entretien d'embauche, faire des simulations d'entretien d'embauche. J'aime bien passer par ce côté, quelles sont mes préférences, mes modes de fonctionnement préférentiels parce que j'aime bien encore une fois cet adage d'Einstein qui dit que tout le monde est un génie, mais par contre, on passe peut-être trop de temps à ne pas utiliser nos ressources. Donc, moi je rencontre plein il y a allez, on va dire 90 des gens que j'accompagne aujourd'hui, c'est des magnifiques poissons, mais qui ne savent pas qu'ils sont des poissons. Ou en tout cas, ils ne savent pas quel type de poisson c'est. Ils ne connaissent pas vraiment leurs ressources. Ils ne savent pas si ce sont des poissons d'eau douce ou d'eau de mer. Ils ne savent pas si, ils sont plutôt, bons en surface ou entre 2 eaux. Est-ce qu'ils ont probablement des nageoires pour se stabiliser et plutôt des nageoires pour avancer? Ben, ça, ils en ont pas conscience, en fait. Donc il y a besoin, à un moment donné, d'avoir un outil et cet outil dont je vais vous parler maintenant, qui s'appelle l'outil Equinox, qui est un outil assez intéressant parce que
et il va vous permettre de mesurer, en fait, ce genre vos ressources. Il va vous permettre de mesurer 2 choses. Il va vous permettre de mesurer vos ressources. Vous voyez, ça va se traduire sur une forme de méduse sur 16 axes. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez précis. Donc on va pas dérouler tous les termes qu'il y a derrière, sinon je vais vous saouler, on y est jusqu'à minuit. Mais c'est plus vous dire, voilà, il y a 16 axes pour arriver à mieux se connaître et on va pouvoir mettre en parallèle les ressources que j'ai naturellement et le comportement que j'ai actuellement. Et est-ce que je ne suis pas en train justement de faire le singe alors que je suis un poisson ou faire le poisson alors que je suis un singe. C'est ça qui va nous permettre en fait de mettre une conscience là-dessus et de se dire finalement, vous savez, c'est un peu comme cette personne qui aurait comme projet d'être basketteur professionnel, donc il doit mettre des paniers à je sais plus combien, 3 mètres, 3,20 m, je sais pas combien ils sont les paniers de basket et il mesure 1,60 m et donc il se dit: «Ben, la seule solution pour arriver à être basketteur, c'est qu'il faut que je sois grand». Donc du coup, bah, ouais, mais il est petit lui, donc qu'est-ce que tu veux? Enfin, on peut toujours lui dire qu'il doit travailler sur son point faible, qui est sa taille, mais je vois pas bien ce qu'il peut faire, quoi. Donc c'est mis à part se suspendre dans la penderie et essayer de gagner quelques centimètres. Un, je suis pas sûr que ça marche. 2, il va se faire une luxation de l'épaule, c'est tout ce qu'il va gagner. Alors que peut-être il a intérêt de se rendre compte que il mesure 1,60 m par rapport au gars qui fait 2,20 m et qui est plutôt câblé pour être basketteur, professionnel, lui en faisant 1,60 m, il a peut-être plus de légèreté, plus de tonicité, plus de détente et qu'en fait, si jamais il joue sur ces 3 ressources-là, il y a de fortes chances qu'en travaillant sur des ressources, déjà on se fatigue moins qu'en se pendant par les bras et en se pétant l'épaule et on y prenne plus de plaisir et surtout on ait plus de résultats. C'est-à-dire qu'il va peut-être compenser sa petite taille par de la détente en fait et le panneau qui est à 3,20 m, il y a aucun problème pour qu'il l'atteigne et qu'il aille à et aujourd'hui on a plein d'exemples de sportifs de haut niveau, notamment des basketteurs, qui mesurent pas 2,50 m et qui sont très bons dans leur activité donc l'intérêt de cet outil-là, il y en a plein d'autres, hein. Vous avez peut-être entendu parler du MBTI, du DISC, de la Process Communication. Moi, je sais que j'accompagne avec Process Communication et Equinox. J'ai été, on m'a fait mon profil sur le DISC. Moi, aujourd'hui, j'ai choisi Equinox parce qu'il y avait cette double lecture en disant: «Je suis capable de voir où sont mes ressources et je vais pouvoir regarder, en fait, en quoi je ne respecte pas ces ressources». Et là, vous voyez, je vous ai mis l'exemple d'une personne que j'accompagne où là, ben, vous voyez, la personne est en train de faire des efforts ici, alors qu'elle n'a pas en ressources. Donc ça, c'est quelque chose qui lui coûte énormément d'énergie et qui pourrait peut-être la conduire demain à un burn-out parce que, ben, voilà, je fais quelque chose que je ne sais pas faire et toute la journée, on me demande de faire un truc que je ne sais pas faire. Et à l'inverse, j'ai des ressources ici que je n'utilise pas, donc je me frustre, en fait, au quotidien. Donc là, ça pourrait, se traduire par un pétage de plomb ou par une tarte un jour qui parte parce que la personne va en avoir marre, en fait, qu'on lui interdise de faire des choses qu'elle aura envie de faire. Donc vous voyez, c'est comment je mets une conscience sur ces choses-là et qu'est-ce que je décide de mettre en place pour arrêter en fait de forcer en permanence et de faire en sorte que les choses que je dois mettre en place pour m'adapter à mon environnement, soient plus en adéquation avec mes ressources. Voilà l'idée de cet accompagnement-là. Donc par rapport à tout ça, le derrière, ben, on va avoir du coup, une fois qu'on a bien travaillé sur, cette partie introspection, qu'on a répondu à toutes ces questions, qu'on a levé ces lièvres, on va effectivement avoir peut-être plus de facilité à matérialiser, au travers un CV, au travers un pitch, en fait, comment se vendre, en fait, comment je vais montrer que je peux créer avoir de la valeur pour vous. J'ai conscience maintenant que j'en ai pour moi, ça je l'ai compris. Il m'a fallu du temps, il m'a fallu cet accompagnement là toutes ces questions-là pour le comprendre. Mais maintenant le but du jeu, c'est que je le vende, en fait. C'est qu'on m'embauche pour ça. Donc dans cette dernière étape, on va venir effectivement prendre du temps sur construire un CV, mais voyez, je vous invite à on est vraiment sur le dernier étage de la fusée et souvent on a tendance à vouloir, directement se mettre là-dessus et à réfléchir à comment on fait une lettre de motivation, mais si on ne sait pas quoi y mettre dedans, la lettre de motivation, elle va être un peu vide. Donc voilà les étapes que je vous propose de respecter, pour arriver à construire votre projet pro et à vivre de votre projet pro le plus rapidement possible. Et comment arriver à mener tout ça? Bah, j'ai envie de dire, il y a 3. Moi je vois trois façons de le faire. Il y a la première, c'est l'autonomie, donc avec ne serait-ce qu'avec, cette vidéo, plus, toutes les choses que vous pouvez trouver en gratuit sur internet, les bouquins qui sont aussi en audio, qui sont accessibles gratuitement. Il y a possibilité d'y aller sans assistance, à notre rythme, c'est pas un souci. Je suis là pour témoigner que ça marche, donc il y a pas de problème.
Il y a quelques inconvénients, mais en tout cas, c'est possible. La deuxième, c'est de dire, bon, on peut peut-être y aller en équipe aussi, pour ne serait-ce que pour mutualiser les coûts, hein, se faire accompagner, ça coûte cher. Mais si on le fait en équipe, eh ben, c'est comme pour les cours de ski et les cours de voile, ça coûte moins cher le cours collectif que le cours individuel. Et puis surtout, ben, on sera avec quelqu'un qui sera capable de corriger le cap, de nous challenger, de nous remettre en question et peut-être de nous aider aussi. En tout cas, le groupe peut nous aider en plus du moniteur. Et enfin, il y a la course en solitaire, si je voulais dire ça comme ça. C'est-à-dire que ça, on est vraiment sur, on est avec un copilote et on trace sa propre trajectoire. Et là, pour le coup, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus précis en termes de projet. Concrètement, si jamais vous décidez d'y aller tout seul, le gros avantage, c'est que, bah, c'est gratuit, notamment avec, ce que vous avez pu récupérer ce soir et puis ce que vous pourriez trouver, dans toute la jungle de YouTube et de ce qui est dispo sur internet. Par contre, c'est clair que c'est fatigant, c'est-à-dire qu'on est tout seul, tu dis: «Bon allez, il va falloir que je me pose pour réfléchir à ça. Je sais pas trop par quel bout prendre le truc. Alors la dernière fois, je m'étais arrêté où? J'ai peut-être arrêté le projet pendant 15 jours parce que je sais pas quoi, il y avait autre chose à faire à plus court terme. Enfin voilà, il y a peut-être, le risque de se perdre et donc le chemin sera long, quoi. Donc, il sera pas cher, mais il sera long, mais ça marche. Le 2e, c'est ce côté, donc cours collectif où là, on va peut-être pouvoir mutualiser les coûts. Il y a vraiment ce côté, l'intérêt que j'y trouve moi dans le collectif, c'est d'avoir des feedbacks de la part du reste du groupe. Parce qu'encore une fois, on va venir mettre le doigt sur des choses qui sont parfois un peu difficiles à accepter. Donc, avec un groupe, un petit groupe, on arrive à avoir cette bienveillance qui permet d'avoir ces retours, ouais, ce regard des autres, ne serait-ce que sur la partie, système de valeurs ou sur l'ikigai, le fait de pouvoir présenter ça à d'autres, ça nous permet en fait de cheminer, en même temps qu'on présente les choses. L'inconvénient de cette formule-là, ben, c'est que ça demande de l'assiduité parce qu'il faut être tous présents en même temps et on est tous dans le même rythme. On est sur le système de formation que vous connaissez, hein, pour les étudiants qui seraient présents parmi vous ce soir. Vous savez très bien ce que c'est que de devoir suivre un cours en collectif et donc avec quelque chose de ben, un individualisme qui est limité, si jamais je veux avoir, quelque chose de très précis pour moi spécifiquement, on va voir les limites en fait du collectif. Par rapport à ce coût, moi, je vous invite à vous poser des questions parce que ça fait partie des croyances que l'on a et qu'il va peut-être falloir faire bouger aussi. C'est, ton projet, il vaut combien, aujourd'hui? C'est quel est le quels sont les enjeux? Le fait qu'aujourd'hui tu n'avances pas sur ton projet, ça te coûte combien? Et l'idée, c'est d'essayer de se matérialiser ça à travers des choses qui font partie de notre référentiel au quotidien. Donc une place de cinéma, une place de concert, une place de sport, je ne sais pas, en fonction de qui est présent dans cette vidéo, mais essayer de trouver des choses qui font sens pour vous. Vous voyez, en vous disant: «Ben, tiens, voilà, moi j'estime qu'un concert cher, c'est tant d'euros. J'estime qu'un smartphone, le dernier prix que j'ai mis à un smartphone, c'était combien? J'ai trouvé que c'était cher, j'ai trouvé que c'était pas cher». Vous voyez, d'avoir, vraiment ce système essayer de clarifier en fait ce système de valeurs en termes financiers. Pourquoi je vous propose ça? Parce que tout ce que vous allez trouver sur internet en termes de formation, ça a un coût. Enfin, sur internet ou avec votre réseau, ça a un coût. Là, je vous ai mis une idée de ce que ça pouvait représenter, mais aujourd'hui, le format d'équipe, en tout cas pour moi j'accompagne sur des formats de 6 à 9 stagiaires. Pourquoi? Parce qu'en dessous de 6, bah, c'est pas viable pour moi. Donc moi, j'ai fait ce travail-là, dans le cadre de mon projet pro pour me dire à partir de combien aujourd'hui tu peux vivre de cette activité. Donc en dessous de 6, c'est pas viable pour moi et j'estime qu'au-dessus de 9, c'est pas viable pour vous. C'est-à-dire qu'au-delà de 9 stagiaires, on n'est plus dans le travail de groupe qui va alimenter l'individu, quoi. C'est qu'à un moment donné, le groupe est trop important et on n'aura pas assez de temps pour les échanges. La la 2e chose, en fait, comme je l'ai structuré, c'est de dire, ben, moi, c'est un échange de bons procédés, c'est la règle des 2. J'appelle ça la règle des 2 et demi. C'est que je consacre en gros, moi 100 jours par an à accompagner les gens sur leur parcours pro. Donc moi, je vous accorde 2,5 jours de mon temps et en échange, eh ben, je vous demande 2,5 de votre rémunération annuelle. Donc pour faire un calcul assez, simple et rapide, aujourd'hui quelqu'un qui est au SMIG, un accompagnement pour 18 heures de formation, c'est 2 jours et demi, hein, tu fais des journées de 7 heures, après on n'est pas à une demi heure près donc j'ai compté 18 heures, mais voilà ça représente 500 € pour 18 heures et c'est là où, c'est intéressant que tu dises: «OK, c'est cher ou c'est pas cher?» et que tu viennes le comparer avec la petite case qu'on a fait avant en disant, 500 €, ben, par rapport à un smartphone, ça vaut quoi? Est-ce que c'est,
Est-ce que je vaux vraiment plus qu'un smartphone? Parce que là, pour le coup, bah oui, ça coûte peut-être plus qu'un smartphone, mais peut-être que tu vaux plus qu'un smartphone. Si tu ramènes ça au coût horaire, ça va te faire aux alentours de 37 euros, si je dis pas de bêtises, de l'heure. 37 euros, une place de cinéma en 4D ou 3D, je sais plus comment c'est, là, ça fait longtemps que je suis pas allé au cinéma, ça coûte combien? Une place de concert, ça coûte combien? Ton projet pro, il vaut plus qu'une place de concert, il vaut moins qu'une place de concert. Donc là, j'ai essayé de vous mettre des chiffres pour que vous puissiez vous projeter en fait dans ce genre d'accompagnement. Et le dernier accompagnement que vous pouvez envisager, c'est cet accompagnement en copilote avec ben, des avantages qui sont quand même intéressants parce que là, on est vraiment sur de la carte et du sur-mesure. Par contre, on est sur un cours individuel, si je vais faire le parallèle avec la voile. Donc forcément, on a un coût horaire qui va être plus important là-dessus si vous souhaitez vous faire accompagner avec un coach là-dessus. Ce qui est important quand vous choisissez ce truc-là, c'est que votre copilote, il se choisit. Autant la formation, ben, vous allez, dépendre de la formation à laquelle vous inscrivez, c'est pas vous qui choisissez votre formateur. Là, par contre, si vous choisissez l'option coaching, c'est important que vous, choisissiez votre coach. Parce qu'il va se retrouver sur le bateau avec vous, hein, même si c'est un copilote, il est quand même, présent à vos côtés et il y a besoin d'être au clair par rapport à ça. C'est-à-dire que vous avez vu les questions que vous êtes amenés à vous poser. Il y a peut-être certains sujets vous allez vous rendre compte que vous êtes peut-être plus à l'aise avec quelqu'un que vous connaissez ou au contraire, que vous ne serez pas à l'aise avec quelqu'un que vous connaissez. Donc ça, c'est important d'y mettre une conscience dessus parce qu'un copilote, ça ne s'impose pas, ça se choisit. Et c'est là où je voulais, moi, pouvoir vous proposer à travers ce webinaire des solutions alternatives en disant, ben, si vous voulez une formation, moi, je vous en propose une. Donc, vous avez mes coordonnées, vous avez tout, profitez-en. Mais si par contre, vous préférez choisir un copilote et que certains sujets, vous préfériez les aborder avec une femme plutôt qu'avec un homme, encore une fois, tout est entendable, c'est pas un souci là-dessus, hein, le coaching, on est vraiment dans ce cas de figure-là. Et ben, l'idée, c'était que je vous présente aussi deux autres personnes pour vous donner un maximum de possibilités et de choix dans votre accompagnement. Et pour ça, je voulais vous présenter Cécile et Magali qui sont coachs aussi comme moi, qui sortent de la même école que moi. Donc, je me porte garant du côté impactant de leurs accompagnements et je vais leur laisser un petit peu la parole pour se présenter. On va commencer par Cécile. L'avantage de Cécile, c'est que en plus de cette casquette de coach, elle a elle aussi la certification Equinox, si vous vouliez choisir cette certification-là. Et elle a aussi la capacité elle est aussi certifiée pour les bilans de compétences. Donc voilà, si vous voulez enrichir votre Ikigai, avec une seule personne, vous avez une pierre deux coups, comme on dit avec Cécile, et je vais lui laisser la parole. Donc Cécile, si tu veux intervenir. Merci beaucoup Frédéric. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, tu nous as Ah bah, déjà je te donné coupe. beaucoup de choses. Il faudrait juste que tu puisses allumer ta caméra parce qu'on ne te voit peut-être pas à Alors, l'écran là, si. moi, elle est allumée. Si, ça y est, pardon, elle est allumée. Je te mets en dessous comme ça. Voilà, comme ça tout le monde te verra. Parfait. Tout bon sur la technique. Je te laisse. Ok. Bon, donc voilà, merci beaucoup pour cette invitation à ce séminaire, Frédéric. Donc effectivement, moi je suis aussi un copilote, comme tu as utilisé cette métaphore. Donc ce que je propose, moi, c'est effectivement de vous accompagner pour réinventer votre vie professionnelle. Bon, clairement, aujourd'hui, il y a voilà, un actif sur deux qui déclare en tout cas ne pas être heureux dans son job et qui souhaite changer de travail. Donc, c'est une proportion qui est très importante. Et souvent, voilà, c'est ce que tu expliquais. On a souvent du mal à comprendre pourquoi on n'est pas bien dans son job, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie de changer. Est-ce que c'est changer simplement d'environnement? Est-ce que c'est changer complètement de métier? Est-ce que c'est changer de lieu, etc. Donc, tout ça, voilà. Et puis, dans l'objectif de construire un projet professionnel qui est vraiment épanouissant et puis qui nous ressemble parfaitement. Donc, du coup, pour répondre à ces problématiques, effectivement, comme tu le disais, Frédéric, donc, moi, j'utilise à la fois le coaching, le bilan de compétences, alors qui porte très mal son nom d'ailleurs, puisque voilà, un bilan de compétences, on est loin de travailler uniquement sur les compétences, hein. On travaille sur beaucoup de choses, dont également aussi le système de valeurs, tout ce qui est important pour la personne, etc. Bon, le gros avantage du bilan de compétences, c'est qu'il y a moi, je suis certifiée Calliope, donc on peut avoir un financement avec le CPF, donc ça c'est intéressant.
Ensuite, donc sur cette petite diapo, donc comme Frédéric, j'aime bien les citations. Donc celle que j'avais choisie pour ce soir, donc c'est voilà, c'est pas la montagne à gravir qui va nous empêcher d'avancer, c'est le caillou dans la chaussure souvent. Et là, donc, je reviens complètement sur ce que Frédéric a expliqué par rapport à toutes nos croyances, par rapport à toutes nos peurs, tout ce qu'on peut entendre dans notre entourage, tout ce qui nous limite, en fait, par rapport à ça. Donc, évidemment que le chemin pour changer de travail, pour engager une transition, pour n'importe quel changement d'ailleurs, de toute façon, il est jamais en ligne droite, il est jamais facile, il est toujours escarpé, inconnu. Donc c'est pour ça que c'est intéressant parfois d'avoir quelqu'un qui nous accompagne en fait sur ce chemin. Et puis bah voilà, là je reviens sur les trois solutions que Frédéric a proposées. Donc ben soit on renonce et puis on reste au pied de la montagne. Et du coup, on n'aura jamais cette vue dégagée, claire, sereine qu'on peut avoir en haut d'une montagne. Donc ça, c'est quand même vraiment dommage. Soit on peut aussi avancer seul, avec un ou plusieurs cailloux dans la chaussure. Donc évidemment, c'est possible, mais ça reste quand même compliqué. Donc moi, je l'ai fait, voilà, parce que j'en suis dans ma troisième voie professionnelle. Donc je l'ai fait sur la première reconversion totale et j'ai pu mesurer à quel point c'était compliqué. Et pour la deuxième reconversion, voilà, j'ai choisi cette fois d'enlever les cailloux dans la chaussure, de suivre les cairns comme on voit sur la photo qui était déposée sur le chemin par mon coach, par mes accompagnants. Et ça a été quand même beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide aussi. Voilà, ça prend quand même beaucoup moins de temps quand on est accompagné. Donc, bah, écoutez, moi, je propose effectivement, si vous le souhaitez, de pouvoir vous accompagner sur ce chemin. Et je reviens aussi sur ce qu'expliquait Frédéric. L'important, c'est surtout d'apprécier ce chemin. Et on l'apprécie quand même, il faut être tout à fait honnête, on l'apprécie quand même beaucoup plus quand on est accompagné, quand on est serein sur ce chemin et quand on n'a pas de cailloux dans la chaussure. Merci, Voilà. merci Cécile. Eh ben, Merci beaucoup à toi. et c'est à Cécile que je pensais tout à l'heure quand je vous ai dit qu'il y avait le regard de l'entourage était important, puisque si vous avez besoin de partage d'expérience, Cécile a quitté un métier d'enseignante. Donc, quand on parle de cet environnement qui est stable et quand il faut expliquer à son entourage qu'on quitte un truc comme ça pour se lancer, voilà, il faut être bien au clair avec soi-même, bien camper sur ses appuis pour prendre les petites piques du quotidien. Elle a plein d'anecdotes à vous raconter sur ce sujet-là si vous rencontrez cette difficulté. C'est ça, on Bien. quitte pas un job de fonctionnaire, c'est impossible, on quitte pas ça, on a la sécurité, etc. Et ben si, quand on en a besoin, et quand c'est un besoin pour, voilà, on le fait. Et la deuxième personne que j'aimerais vous présenter, c'est Magali. Et Magali, en fait, moi j'aime bien la présenter en disant c'est une personne qui va vous aider à accoucher, en fait, à tous les sens du terme. Donc, elle accompagne les couples qui sont en parcours de PMA. Elle accompagne aussi beaucoup d'entrepreneurs dans l'accouchement de leur projet. Et puis, bah, dans cet accompagnement de projet, il y a aussi bah, toutes les personnes comme vous qui sont dans cette quête, dans cette recherche. Et là, Magali va pouvoir vous accompagner là-dessus. Je te laisse la main. Eh ben, écoute, merci beaucoup Frédéric de m'avoir convié et en plus m'avoir présenté. Merci pour la présentation. J'aime beaucoup cette idée, effectivement, ouais, souvent on accouche d'un projet, on donne naissance, et par contre ça a besoin d'être mûri et réfléchi et du coup, pour me présenter, bah, j'ai fait comme toi, Fred, j'ai choisi une citation, et c'est vrai que moi, j'aime bien prendre un peu de hauteur sur vraiment, le projet pro, il est tellement imbriqué dans tout le reste de notre vie, en général, quand on bosse le projet pro, on parle aussi beaucoup, du reste de la vie, en général. Ce que tu disais avec le gros travail qu'on peut faire sur les valeurs. Donc celle que j'ai choisie, citation, c'est: «L'art de vivre consiste, en un subtil mélange, entre le lâcher prise et le tenir bon». C'est vraiment cette idée d'équilibre et de curseur à toujours, avoir. Souvent, des fois, on y va en force
et on se rend compte qu'il nous manque un petit peu d'ajustage. À l'inverse, on a besoin de lâcher pour prendre de la hauteur, et que de l'action. Des fois, c'est trop d'actions ou pas les bonnes actions font un peu ramer le projet, et c'est là où j'aime beaucoup vraiment, voir, et accompagner sur, quelque chose de très global. Pour me présenter un petit peu plus, je pourrais un petit peu dessiner la ligne de vie. J'ai bien aimé d'ailleurs, pendant la présentation à cet outil-là. C'est vrai que, moi, il y a pas mal de choses qui ont fait basculer. J'ai passé une grosse période, donc j'accompagne les personnes en désir d'enfant parce que j'ai moi-même rencontré ces difficultés, pendant 6 longues années. Donc c'est aussi, quelque chose qui marque une vie. Donc ça fait partie un peu de dans la ligne de vie, d'un point marquant. Et qui a été un petit peu aussi révélateur quand tu parlais tout à l'heure, Fred, de ces choses qui te reviennent à la figure, parce que tu as longtemps, en fait, courbé le dos, fait beaucoup, évité de prendre justement ce recul en disant: «Non, non», au bout d'un moment, je pense que, ça te revient, quoi. Enfin, à nous aussi d'aller voir quel indicateur, et c'est ce que j'aide à faire parce que j'ai vu l'importance de bien les connaître, ces indicateurs, pour plus tard, pour maintenant, et donc, dans cette ligne de vie, ce changement-là, ce gros problème-là, a donné lieu donc à une grosse introspection. Au début, effectivement, j'étais beaucoup en autonomie aussi, et j'ai vu les limites, en termes de temps, et j'ai eu la chance de croiser des personnes qui m'ont accompagnée, qui m'ont énormément aidée, qui ont construit. J'ai fait des bilans de compétences également, et vraiment on passe des gaps, quoi. En termes de vitesse, ça a rien à voir. Sur la ligne de vie, je dirais que l'autonomie a été bien plus longue et le nombre de résultats ont été, peu. Mais bon, après, on fait aussi, et ces temps sont aussi des fois nécessaires. Je pense que tout est parfait. À nous de voir ce qui cogne là-dedans. Donc moi, j'accompagne, je suis coach et je suis, art thérapeute. Donc j'ai vécu une reconversion également dans ma première vie. Donc, j'étais, chef de projet pharma, donc dans le développement de médicaments. Et puis, en fait, ça ne résonnait plus. J'avais besoin d'avoir la main, de choisir, et puis, j'avais construit ma famille, donc, j'avais d'autres priorités, mais mes valeurs ont essayé voilà, ça a pris d'autres formes, mon arbre a pris d'autres formes. J'avais d'autres envies et je me suis beaucoup écoutée, beaucoup, ouais, j'étais très soutenue aussi, hein. Et donc voilà, donc, je suis art thérapeute et coach. Je fais l'accompagnement, que ça soit donc émotionnel et stratégique, donc on va aller voir, à la fois, le terreau, j'ai bien aimé, ta façon de le présenter, Fred, l'environnement, ce qui se passe à l'intérieur, les actions, un plan d'action, pour justement optimiser, de façon globale l'équilibre pro perso. Hem et c'est vraiment des dans l'idée d'optimiser le bien-être pour effectivement, arrêter de viser que l'objectif, mais aussi, avoir ce bonheur d'apprécier le chemin. Et donc optimiser le bien-être, mais également les résultats voilà, pour arriver à obtenir, concrétiser nos rêves, quoi. Et donc voilà, donc vous voyez mes coordonnées, vous pouvez me trouver sur LinkedIn. Je serais ravie d'échanger avec vous, voilà, pour parler un petit peu plus, des cailloux dans les chaussures si ça vous dit. Et encore merci Fred, d'avoir pensé à moi. Eh ben, grand plaisir, l'idée, c'était vraiment, voilà, de vous donner un maximum de solutions, en fait, en gros, c'est de vous empêcher de rien faire. Voilà, il faut être honnête, c'est que là, je me dis: «Bon alors, vous avez les solutions, en autonomie, vous avez les solutions en collectif, vous avez les solutions en individuel, vous préférez un homme, vous préférez des femmes, vous voyez, vous avez blonde, brune, cheveux courts, cheveux frisés». Il y a plus aucune excuse, pour ne pas vous faire accompagner, si c'est cette vraie raison qui est le coût, hein, et là, nos 3 témoignages, sont là pour vous montrer qu'il y a pas de jugement là-dedans. On est tous passés par ce côté, «Bah, je vais me débrouiller tout seul parce que j'ai pas envie d'investir là-dessus». Mais à un moment donné,
honnêtement, moi je me dis: «Mais tu as été bête en fait d'attendre si longtemps pour te faire aider», parce qu'il y a des choses, tu ne peux pas avancer tout seul là-dessus. Donc c'est juste une question de se dire: «OK, quelle valeur ça a pour moi de passer ce cap?» Tout seul, je me rends compte que je galère. OK, bah, il y a pas à tortiller, je dois me faire aider et je vous garantis qu'il y en a, tout là, on a que 3 témoignages, mais tous les gens qui font les mêmes métiers que nous, on arrive à la même conclusion en disant: «J'aurais dû me faire aider plus tôt», et vraiment, c'est ce que je vous conseille. En tout cas, vous avez plus d'excuses. J'ai pris beaucoup de plaisir, moi, à vous partager tout ça. J'espère vraiment que ça va vous servir. C'est vraiment ma seule chose qui m'anime ce soir. Je vais bien entendu vous mettre dans normalement en dessous, au-dessus, je sais plus trop, selon les médias sur lesquels vous allez nous trouver, où seront les liens, pour nous contacter. Ça passe de toute façon par un premier contact. Donc, appelez-nous, que ce soit pour de l'accompagnement individuel. C'est important que vous puissiez choisir, un de nous 3 en fonction déjà de ce que vous avez ressenti quand on a pris la parole. C'est souvent comme ça que ça commence, et puis après, ben, prenez le temps de nous rencontrer peut-être, dans le cadre d'un premier entretien. Tout ça, c'est gratuit, bien entendu, ces premiers entretiens, ces premières rencontres, pour étudier votre projet et qu'on puisse vous faire un devis plus sérieux. Et dans le cadre de la formation, bah, dès que vous êtes 6 à me contacter, et ben, on attaque, on lance. Donc si c'est demain, bah, c'est parti, on peut lancer des sessions. Moi, je lancerai des sessions de formation dès lors que j'ai 6 personnes. Donc, on peut enchaîner, très rapidement si vous êtes prêts. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour la suite. On est sûr de rien, mais on a confiance en vous. Voilà, on va terminer par ça, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, et au plaisir de vous recroiser. Salut.